être délivré en 48 heures. Et bien sûr, au coût également qui a été revu à la hausse. L'actualité fait débat et nous, ce soir, on a décidé de revenir également dessus, peut-être pour mieux comprendre les raisons de cette hausse et les avantages et pourquoi pas les inconvénients qui justifient la grogne de certaines personnes. On parlera également de salubrité. Le constat s'impose de lui-même. Yaoundé est radicalement étouffé par les immondices. Que se passe-t-il? Cette problématique des ordures au Cameroun commence à faire peur. Il faut dire qu'il n'y a plus un coin de rue à Yaoundé qu'on peut traverser sans être étouffé par des odeurs nauséabondes et apercevoir des tas d'ordures. On a envie d'interpeller quand même qui de droit pour qu'on ait la chance d'avoir une capitale politique digne de ce nom. Voilà la vitrine de cette émission. Bien sûr, l'actualité se poursuit. On aura sûrement l'occasion de parler d'ici ou de ça. Mais pour l'instant, on va se plier à cet exercice pendant les 1h52 que nous avons à passer ensemble. Je vous invite donc à prendre une légère transition et puis on accueille le panel qui nous accompagne. Le code d'accès demeure reste le même, le 699 13 50 75 par SMS ou par WhatsApp. Vous avez l'opportunité de vous connecter à nous. Alors n'hésitez surtout pas à en faire bon usage tout au long de ce programme. Je rappelle également que notre plateforme Facebook Info TV Cameroun reste également d'actualité. Vous pouvez aussi utiliser ce procédé-là pour pouvoir donner votre avis tout au long de cette... Je reçois sur ce plateau très assorti. Bienvenue. Oui. Bonsoir Info TV, bonsoir tout le monde, bonsoir les co-panélistes. Et je pense quand même que j'ai un peu le vertige. Pourquoi? Les problèmes qui se passent dans le monde me... Te dérange? Qu'est-ce qui t'interpelle dans le monde? Le Moyen-Orient ou bien la situation en France? Qu'est-ce qui... Moi je dirais plutôt... le monde, mais le Moyen-Orient c'est tellement particulier, parce que quand je regarde dans ma Bible, on parle d'Israël, oui, et les guerres contre Israël. Aujourd'hui, on voit tout autour d'Israël, il y a les guerres. Le 7 octobre, on a attaqué Israël, on a détruit toute une ville, personne n'a condamné. Quand il est réagi, on l'accuse. Je ne sais pas comment on va juger le monde. Et quand nous regardons encore tout ce qui se passe ailleurs, même en Europe, voyez, nous sommes tellement visés, puisqu'on pense que si c'est lui qui va nous protéger et éliminer, on va reconquérir l'Afrique. Vous voyez de qui je parle. Et je me dis, pendant ce temps, les Africains dorment. Vous croyez qu'on dort? Est-ce qu'on a moyen de dormir? Quelqu'un avait dit, nous, ça ne nous laisse pas. Bon, comme nous sommes à Yaoundé, vous avez dit quelque chose qui m'a choqué un peu. Quoi? Quand on dit Yaoundé, la ville sale. Oui. Ça veut dire que si tu habites Yaoundé, on te dit un salaud, c'est normal. Pourquoi pas? Nous sommes des salauds alors. Apparemment, on est en train de nous transformer tous en salauds. Il faudrait donc qu'on fasse un effort pour éviter de tous le devenir, sinon ça va être compliqué quand même. Merci d'être là ce soir. Oui, je suis là. J'espère que la paix dans le monde reviendra assez vite, même s'il faut reconnaître que le destin d'Israël est dans les combats depuis justement la Bible. Toute l'histoire d'Israël, pour ceux qui lisent, quand ils suivent l'affaire Israël-Palestine aujourd'hui, c'est une très vieille histoire. C'est une histoire de deux frères, j'allais dire deux demi-frères qui s'affrontent depuis la nuit des temps. Est-ce que ça va finir comme ça? J'en sais trop rien. Je me dis peut-être la paix des braves. À défaut, le combat là, il date de Mathusalem. Et pour ceux qui ont pris la peine de lire l'histoire depuis le temps jusqu'à aujourd'hui, à un moment donné, c'est un peu de tourner en rond. C'est une histoire qui a une origine très claire et qu'on pourrait résoudre si on veut bien, mais apparemment on peut. Si on pouvait imiter ce qui est d'Ukraine, je dirais que tous les chrétiens devaient donner un coup de main à Israël. Mais les musulmans allaient donner un coup de main à la Palestine et ça allait donner quoi? Ça devenait une guerre. Aujourd'hui, les musulmans donnent un grand coup de main à la Palestine. D'ailleurs, ce sont les Arabes qui attaquent Israël. Et vous aimeriez que les autres suivent l'exemple et donnent aussi un coup de main? Non, moi je me dis quand même, vous voyez, il y a des choses qui ne sont pas normales. D'accord. Nous parlons de la Bible, qui est partie de ces milieux. Oui, justement. Donc ça veut dire que nous voulons aller au ciel, en adorant le Dieu d'Israël. Et quand Israël a des problèmes, on s'en fout.
Vous voyez que c'est compliqué, hein? Ah oui, d'accord. C'est compliqué. Il ne voulait pas puisque c'est le cas. Je savais que je prends sur cet angle-là. J'arrive, je vais vous dire bonsoir, parce que si je ne vous dis pas bonsoir, vous ne pouvez pas parler également. D'accord. En fait, la réalité, c'est celle-là. C'est que si on suit ce que vous dites, ça devient une guerre religieuse. Automatiquement, parce que Ismaël a engendré les musulmans également à travers la Palestine. Isaac a engendré Israël, et vous comprenez que ces deux demi-frères qui s'affrontent depuis la nuit des temps, leurs descendants suivent le mouvement. Et si aujourd'hui on ne tient pas compte de ce paramètre-là, on ne peut jamais résoudre ce problème. Oui, à cause du bouillon que le petit frère a donné au grand frère. C'est compliqué. En tout cas, on peut en rire, mais pour ceux qui suivent l'histoire depuis, ils peuvent comprendre cette discussion-là. C'est cruel. Est-ce qu'on va donc transcender tout ça pour se remettre ensemble? S'ils n'ont pas pu autant, ils étaient seulement deux, avec des petites communautés. Aujourd'hui, où il y a une foule qui suit les gens qui ne comprennent même pas pourquoi ils font la guerre, mais ils font seulement la guerre. Il y en a qui ne comprennent même pas l'origine de cette guerre, mais ils font seulement la guerre parce qu'ils ont trouvé les parents en train de faire la guerre. C'est compliqué à partir de là de véritablement résoudre ce problème. Vivement qu'on ait une élévation ou une autre force supérieure qui vienne calmer les choses. Ah, particulièrement pour cette guerre-là, j'insiste dessus. La force suprême. Hein? Oui, une force suprême, on se comprend. Il n'y a que cette force suprême-là. Mais elle est présente partout. De la Palestine et cette force est présente partout. Hein? Il faut. Peut-être. En tout cas, j'espère que ça va se passer. Merci d'être là. On va également accueillir, lui, ça fait longtemps, Vincent Roger Ali Mambargia. C'est vrai que c'est notre président sous d'autres casquettes et que ce soir, il va être militant du Social Democratic Front. Mais lorsqu'on parle également de natation, et sauvetage. Voilà, natation et sauvetage, parlant de la fédération pour ce qui est de la région du centre. C'est monsieur le président qui est également installé là. Merci d'être avec nous ce soir. Bienvenue. Bonsoir Rosalie, bonsoir aux co-discutants, bonsoir aux téléspectateurs et à l'équipe technique qui nous accompagne. Ça fait longtemps et c'est un plaisir qu'on se retrouve sur ce plateau de Grand Soir. Et avec toutes les activités que nous menons au quotidien, je pense qu'on m'a salué tous les acteurs qui s'activent autour de moi à la natation, que ce soit dans le clergé ou alors dans les affaires politiques. Je voudrais bien qu'ils se sentent salués parce qu'ils sont nombreux devant leur petit écran pour suivre cette émission. Voilà, c'est clair que tu as su bien te faire entourer, ce qui est sûr. Et je suis sûr que ça va bien se passer également pour la région du centre. Et que le Social Democratic Front va bien. On va sûrement en parler tout à l'heure. Le Social Democratic Front va bien, surtout au sortir d'une tournée nationale de son chairman. Et nous avons eu à toucher, à palper du doigt et à élaborer maintenant une stratégie qui est en train de porter ses fruits. Quant à la préparation des élections, si jamais ça s'annonce cette année ou l'année prochaine, je crois quand même que le SDF peut se dire prêt. D'accord. L'honorable Joshua aussi qui est très attentif apparemment à mes demandes sur ce plateau. Merci Chairman de veiller. Voilà, on en profite pour faire un clin d'œil à Enrique Jang du côté de Douala. Bienvenue El Hadj Maïriga Ibrahim. Comment je connais tous les gens dans les partis politiques comme ça? C'est dangereux. Hein? Je connais déjà trop de monde dans les partis politiques. Non, c'est l'univers qui t'appelle. Qui m'appelle hein? Ouais, non, j'ai accroché la porte. Je m'agarde la porte. El Hadj Maïriga Ibrahim, merci d'être avec tout de noir vêtu. C'est vrai que je sais que tu sors d'un malheur. Ah oui. C'est peut-être ce qui justifie la couleur noire qui tranche radicalement avec le soleil que je transporte. J'espère illuminer cette couleur noire ce soir. Merci. Merci d'être avec nous encore pour ce soir. Vous serez encore la voix du RDPC. Tout à fait normal, tout à fait normal. Merci Rosalie, merci pour l'invitation. Je dis bonsoir à mes co-discutants. Je dis bonsoir à la population de Tibati. C'est un honneur de se retrouver, j'ai toujours dit ça, n'est-ce pas, sur ce plateau, ensemble avec les concitoyens, n'est-ce pas, parler de notre situation du pays. Je voudrais profiter, n'est-ce pas, pour dire un bonsoir à Hamadou Amidou, notre ami, président de l'AMPC, membre du G20, un soutien du président Paul Biya. J'ai échangé avec lui dernièrement, je vous assure, c'est un garçon dynamique. Il a dit que désormais, lui va s'occuper des analphabètes et vendre... Oui. Mais ce qui est sûr, je vous assure, vous savez, c'est quelqu'un qui cherche des partenaires partout, mais cette fois-ci, il a touché vraiment très fort. Il a eu, n'est-ce pas, une société qui fait dans l'adduction d'eau. Voilà, je pense qu'il nous a parlé. Je suis au courant.
je vous assure, voilà une initiative qu'on peut soutenir. Parce que moi, j'ai vu le projet m'a présenté vraiment sur plusieurs plans. C'est quelque chose aussi, vraiment du jeu, ce que le président peut lui dire, n'est-ce pas, de soutenir la jeunesse qui apporte un plus. Parce que celui-là, je vous assure, c'est un projet au niveau de l'extrême nord. Parce que c'est des appareils qui peuvent, n'est-ce pas, rendre le forage. Vous voyez un peu, vraiment assainir l'eau pour la grande distribution. On n'a pas besoin de très grands investissements. Donc moi j'apprécie ça, je l'encourage spécialement ce soir, je lui ai promis cela. Et nous allons vraiment faire large diffusion à travers, n'est-ce pas, nos relations un peu partout, pour que cette fois-ci vraiment que les élites du Nord, que comme dans leurs grandes habitudes, n'est-ce pas, ils aiment juste le folklore, qu'ils disent aider le président pour bien soutenir le président, il faut aussi soutenir les jeunes comme ça. Et je voudrais aussi, n'est-ce pas, dire un bonsoir spécial, n'est-ce pas, au Lamido de Tibati, qui fait des efforts. Je lui demande, n'est-ce pas, vraiment de très conciliant, parce que de ne pas prendre parti. On sait, il a le droit, n'est-ce pas, de choisir un parti, mais d'être un rassembleur autour de lui, qui ne se distingue pas par rapport à tel parti politique ou tel parti. Je suis du RDPC, il n'est pas forcé d'être du RDPC. Il soutient tous les partis présents. Le SDF est vraiment valablement représenté à Tibati. L'UPC, comment on appelle le NDRC et tout autre. Qu'il soit juste un père rassembleur, parce que c'est ça qui divise le fils de Tibati. Voilà. Donc, merci d'être avec nous, El Hadj Mariga Ibrahim. Lui également, il est là, Aimé Cyprien Olinga, le président du FDR, Front démocratique révolutionnaire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Merci Madame Gesselé, bonsoir à mes copanélistes et bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Je voudrais saluer particulièrement tous les révolutionnaires, les militants et sympathisants de mon parti, le Front démocratique révolutionnaire, le FDR. Et puisque j'ai entendu tout à l'heure M. Ibrahim parler d'élite, je voudrais d'entrée de jeu faire un coup de gueule et surtout interpeller le chef de l'État, parce que j'ai l'impression que la prochaine guerre qui aura lieu dans ce pays, ce sera une guerre foncière. Il y a une élite, un personnage de notre genre dans le village de ma mère, et qui est en train de terroriser les populations, qui venait d'aller nouvellement à la retraite. C'est un policier nouvellement retraité qui terrorise tout le monde, qui arrache les terres des villageois ça et là, qui a arraché les terres de deux vaillants Camerounais, cultivateurs de leur espèce, M. Yenem Bargajan et M. Mintsa Barnabé Paul. De ce côté-là, c'était jeudi dernier, vers les 16h, je suis appelé de toute urgence. J'étais même en train de prendre une perfusion parce qu'un peu souffrant dans un centre hospitalier. On me fait comprendre que M. Yenem Bargajan et M. Minter Paul Barnabé ont été happés très tôt le matin par la compagnie de gendarmerie d'Unfou et transportés de ce côté-là. Et qu'il fallait, ils sont en cellule, que je vienne voir de quoi il en retourne. Je me suis déporté, je vous avoue que tout souffrant, j'ai abandonné la perfusion, je me suis transporté en fou. Je suis allé à la brigade de les rencontrer M. Yené pour lui demander de quoi il en retournait. Il m'a expliqué effectivement que cette élite-là du village de Duzok, le village s'appelle Duzok et la communauté s'appelle Vouyunga, leur a amené des gens du Nord qui ont défriché presque 10 hectares de terrain, 6 pour l'un et 4 pour l'autre, et qu'il leur a dit qu'il a les moyens, il a l'argent, il a le pouvoir, il a des relations, les procureurs mangent dans sa maison, les commandants aussi, donc il allait arracher ces terres-là. Et comme ils s'en sont opposés, apparemment, ils sont allés saisir le chef, ça faisait déjà presque 2 mois. Le chef a convoqué cette élite, élite entre guillemets, parce qu'une vraie élite ne terrorise pas ses compatriotes. Une vraie élite, ça ne fait pas le trafic d'influence. Donc, et le chef a convoqué ce monsieur par 3 fois, il ne s'est jamais rendu. Et puis, il a préféré aller se prendre sur le commandant de la compagnie et saisir la compagnie d'un fou, où apparemment il semblait avoir des relations et qui se sont donc déportés pour arrêter ces pauvres cultivateurs qui ne vivent un peu que de leurs petits champs.
Et après leur avoir arraché des hectares de terrain, vous savez que dans les villages, les gens n'ont que leur petite terre. Et les autres sont restés tranquilles, ils ont regardé. Naturel, vous savez, quand quelqu'un vous dit, moi j'ai l'argent, et on sait c'est un policier, encore qu'il faut aller voir comment il s'est enrichi, parce que son grade, pour dire vrai, vraiment, j'aimerais qu'on sache comment il a bien pu avoir autant de moyens et tout, pour terroriser les gens. Je voudrais interpeller le chef de l'État surtout, qui est le garant justement de la protection des personnes et des biens, que deux villageois, ce n'est pas parce qu'on est né dans une famille pauvre que ceux qui sont venus à Yaoundé et qui se présentent comme des élites doivent aller arracher les pauvres ressources qui restent aux villageois, la terre. La terre. Donc, il faut que le chef de l'État instruise peut-être et surtout interpeller le ministre de la Justice pour que justement ces deux personnes qui sont encore, je crois, parce que vendredi on me faisait comprendre qu'ils devaient être présentés au procureur et que samedi soir on m'a fait comprendre qu'on exige des fortes sommes d'argent déjà à des villageois qui ont de la peine à manger, des fortes sommes d'argent pour qu'ils soient libérés. Et j'ai l'impression effectivement que cette élite, comme il le leur a promis, selon ce qu'ils m'ont dit, veut les envoyer en prison pour rester tranquillement, donc exploiter leurs terres. Ils n'ont pas d'enfants? Non, ils ont des enfants certainement. Il y en a même qui ont encore des petits-enfants. Moi j'ai dit des situations d'injustice de ce genre-là, il faut les éviter. Et je voudrais interpeller le ministre de la Justice pour qu'il jette un coup d'œil très très attentif sur ce dossier du côté d'un fou et que ces messieurs soient libérés en réalité. On n'a pas de raison de les garder et de leur exiger des fortes sommes lorsque monsieur vient exploiter leur terre sans leur avoir demandé. Il faut bien que, en réalité, ces messieurs soient libérés et puissent retrouver leurs petits-enfants et leurs travaux champêtres. Je voulais donc commencer par là parce que moi j'ai horreur des situations d'injustice où des gens écrasent les autres parce qu'ils ont le pouvoir et le pouvoir financier, les relations et autres. Ça m'énerve, ça me révolte. On ne peut pas construire un pays normal, un pays qui garantit les droits égaux à tous les citoyens en procédant de cette manière. Et je voudrais même, au-delà du chef de l'État et même du ministre de la Justice, garde des Sceaux, interpeller le ministre Mbaratana, élite du coin de l'arrondissement de Nkola Famba, pour qu'il ne laisse pas un tel impair s'opérer dans cet arrondissement-là. Il faut libérer M. Yenem Bargajan et M. Mintia Paul Barnaby pour gagner leur domicile et s'occuper tranquillement de leurs petits-enfants. Je tenais à le dire et je crois que le message il est passé. D'accord, j'en suis convaincu vivement. Moi non plus, j'aime pas l'injustice, mais je sais également que tous corrompus, ça va être un vrai combat et il faut savoir où toucher radicalement pour qu'une solution. Tout à fait. C'est pour cette raison que, effectivement, je dis, j'interpelle grandement le chef de l'État, qui est le premier magistrat. J'interpelle le ministre de la Justice, qui est le patron justement de ces magistrats de siège, des magistrats, le patron des parquets, des procureurs et autres, pour réellement, véritablement mettre un œil très attentif sur ce dossier qui, pour moi, me tient particulièrement à cœur et j'y resterai et je le suivrai attentivement jusqu'à son aboutissement. D'accord. Merci d'être là, Président Molinga. Et bien sûr, le cinquième et non des moindres, Maître Jules Maillot, qui devient un habitué de ce plateau. Il est juriste conseil. C'est un plaisir. Vous voyez, il y a déjà quelqu'un qui peut vous conseiller après l'émission sur votre problème. Merci d'avoir encore accepté notre invitation. Bienvenue. Merci. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir aux imminents copanélistes que vous avez voulu m'associer c'est auprès desquels vous avez voulu m'associer ce soir autour de ce plateau. Je voudrais également renouveler mes amitiés à tous nos milliers de téléspectateurs qui nous regardent ce soir. Je suis un panéliste privilégié aujourd'hui parce que j'ai autour de moi un ministre. Et de l'autre côté, j'ai un président d'un parti et j'ai les très hauts cadres des partis politiques. Donc, vous savez, l'histoire, ça s'écrit une seule fois. Donc, pour les uns, je partage ce plateau pour la première fois. Pour les autres, c'est pour
énième fois ou bien c'est une occasion renouvelée. Donc merci beaucoup Madame Rosalie pour cette invitation. D'accord. Dernier salué, premier à intervenir comme c'est habituellement inscrit à l'ordre du jour sur ce plateau. Yaoundé est une ville sale. Yaoundé a besoin d'une grande toilette, d'une bonne toilette pour retrouver ses lettres de noblesse. Et nous ce soir on a envie justement de comprendre pourquoi on a du mal à rendre Yaoundé propre. Pourquoi vous seriez Yaoundé n'est pas sale ou je me trompe? Vous ne voyez pas comme moi? Si vous voyez que Yaoundé est propre, dites-nous, hein, peut-être moi je vois mal, en plus j'ai des lunettes. Il est possible aussi qu'avec mes lunettes, je vois la saleté là où il y a la propreté. Alors, bien évidemment, Yaoundé est sale, mais nous sommes déjà habitués. Ah, vous êtes habitués à la saleté? Nous sommes déjà habitués, parce que... vous êtes salaud, comme il le disait le ministre, il disait qu'on devient tous salauds comme Yaoundé est sale. Alors, c'est le contraire qui nous aurait étonnés. Oui. Il n'y a pas de cela 2 mois. Nous nous plaignons toujours de cet état de choses. Et il me souvient que le patriarche Simeouna Gilbert est monté au créneau et de manière solennelle, il a interpellé le maire de la ville en lui disant qu'il faut sortir du bureau, aller sur le terrain, travailler, faire bousculer les choses. Et lui prévenait d'ailleurs qu'au cas où cela n'était pas fait, qu'il ne compte plus sur son soutien. Et on a vu quelques jours après le maire de la ville descendre sur le terrain et accompagné des télévisions, il y a eu quelques curages de caniveaux dans certains artères de la ville de Yaoundé. Mais qu'après cela, et plus rien. Alors on se pose donc la question aujourd'hui, faut-il que le patriarche Gilbert Simeouna soit toujours là en train de demander à monsieur le maire de la ville qu'il ne faut pas dormir dans les bureaux, il faut sortir pour que la ville reste et demeure propre. Parce qu'en réalité, le job de nettoyage de la ville est un job constant. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait aujourd'hui, on arrête et on reprend après. Non, ça doit être constant. Il me souvient que nous avons au Cameroun une société, n'est-ce pas, d'hygiène et salubrité au nom d'Isakam. Cette société, par le passé, je parle là sur le contrôle des aînés, était une société détenue par les Français, ou bien par un Français, dirigée par un Français, et peut-être économiquement, toutes les actions, les parts étaient de celui-là. Mais après un temps, la société, je ne sais pas si on a fini par nationaliser, n'est-ce pas, la société Isakam, et qui a été rachetée par un Camerounais. Et nous savons comment les sociétés d'aujourd'hui au Cameroun, ça fonctionne. On peut, bien évidemment, faut brandir une société étrangère, alors que ce n'est que, n'est-ce pas, la face visible de l'iceberg. Parce qu'en réalité, derrière, n'est-ce pas, cette façade qu'on vous présente, il y a plutôt quelqu'un d'autre qui est à la manette. Et donc, cela ne fait pas bon sentir, cela ne nous donne pas la fierté lorsqu'on sait que c'est la capitale politique du Cameroun, n'est-ce pas, qui est prise en partie par la salubrité. Et vous savez, au plan d'hygiène et sanitaire, ce que c'est que, n'est-ce pas, l'insalubrité pour ce qui est de la santé, parce que vous savez, cela invite beaucoup de maladies telles que choléra et autres, paludisme, moustique et autres. Et au-delà de ça, vous savez, le monde entier regarde le Cameroun dans ce moment-ci. Si vous avez suivi les médias internationaux ces 2 derniers jours, beaucoup de médias et radios et télévisions parlent du Cameroun, pas en bien. Pour ceux qui s'intéressent... Ils parlent souvent en bien? Pas en bien. Non, je dis pas en bien. Même s'ils ne parlent pas en bien, mais nous n'avons pas toujours le prétexte aux autres de parler de nous en mal. Nous savons, si on nous dit qu'il y a une salle, si ça se dit à RFI par exemple, RFI n'aura pas menti. Tout au moins. Si on dit que bon, ok, il y a des corps dans l'organisation du championnat africain d'athlétisme à Douala, n'est-ce pas? Nous, étant à Yaoundé, nous savons déjà qu'à Douala, ça va dans tous les sens, tel que nous suivons dans les réseaux sociaux et dans certains médias. Donc, nous ne donnons pas toujours le prétexte ou l'occasion aux autres de nous taper dessus. Vraiment, restons professionnels. Et vous savez également que le Cameroun, nous sommes tout un conglomérat, n'est-ce pas, au point où beaucoup d'Africains passent par le Cameroun pour aller chez eux. En réalité, devraient prendre l'exemple au Cameroun pour l'emporter chez eux. Mais quel exemple allons-nous donner au monde entier? Donc, vivement qu'on trouve très rapidement. Et peut-être
comme les élections s'annoncent, également en 2025, si en 2025 on renouvelle, n'est-ce pas, la classe dirigeante au niveau des mairies, au niveau des conseils régionaux, peut-être que ceux qui viendront auront, n'est-ce pas, à cœur, n'est-ce pas, cette préoccupation centrale qu'est le nettoyage des villes du Cameroun. Donc j'ai dit entre lignes qu'il faudrait qu'on change ceux qui sont dans les mairies. Mais quand vous ne faites pas votre job, on vous change. Qui ne font quasiment rien. Est-ce que c'est seulement un problème de mairie ou il y a d'autres raisons qui justifient que Yaoundé soit toujours aussi sale? Parce que, comme il le dit, hein, c'est pas la première fois qu'on décrit l'insalubrité à Yaoundé, ça sera pas la dernière. On le fait, après on a l'impression que quelque chose est fait et puis patatras, on revient à la même situation. Pourquoi de façon continue, on ne peut pas garder cette capitale propre? Pourquoi on ne peut pas le faire? Qu'est-ce qui empêche? Pourquoi Yaoundé est toujours aussi sale? Rosalie, il a dit on a fini par s'habituer, même si moi je ne m'habitue pas. Tu bifurques dans quand on parle de Yaoundé, vraiment c'est délicat, c'est notre capitale. Mais les ordures, il y a toute une histoire internationale autour des ordures. Dernièrement, j'ai suivi 2 États frères, l'autre envoie le ballon rempli de déchets par centaines pour salir son voisin. Je me suis dit, l'Afrique n'est pas tout à fait oubliée. Dernièrement, quand on parle de la France, il y a un bateau qui est parti d'Europe pour jeter les ordures en Côte d'Ivoire, précisément. Et je crois que c'est une arme aussi, hein? C'est une arme. Le déchet nucléaire, oui. Alors, pour le Cameroun, malheureusement, il y a quand même l'éducation de base. Nous sortons des brousses. Nous sommes habitués, entourés de brousses. Bon, les ordures, c'est tout à fait incontournable. Quand on va dans nos marchés ici, les maïs, tout se fait sur place. Il n'y a que des tonnes et des tonnes d'ordures. L'inquiétude est là. Il y a une inquiétude sérieuse. Parce que je ne sais pas si nous le faisons pour que les mouches continuent d'être actives. Donc on entasse ces ordures pour nourrir les mouches. Hein? Les mouches sont là. Ah d'accord. Si tout devient propre, les mouches seront malheureusement en chômage. Il faut donner le boulot aux mouches. Voilà, les mouches sont là. Et comme nous sommes souvent malades, si on fait le pourcentage de morts, vous verrez que les ordures peuvent déjà atteindre 40%. Parce que à la radio, quand vous écoutez, toujours attendre le corps au village. Ce n'est plus comme ce soit en ville, hein. On amène des corps au village. Donc les villes sont un problème, je ne sais pas comment le qualifier. Et surtout, notre patriarche, Timouvoula, il a montré l'exemple. Non, c'était un monsieur... En son temps, Yaoundé était propre. C'était un monsieur qui a travaillé, d'ailleurs qui travaille toujours. Ah bon? Non, il n'est pas au chômage, hein, il travaille toujours. Mais c'est l'ensemble. Il faut regarder la ville de Yaoundé telle qu'elle est. Elle n'a pas de route. Oui. Elle n'a pas de route. On n'a pas pensé qu'il y aura beaucoup de voitures à Yaoundé. Nous sommes tellement serrés. Le plan de Yaoundé ne prévoit rien pour évacuer les ordures. Bon, on a choisi des endroits où l'on va déposer les poubelles et tout. Mais j'ai parlé de la mentalité d'ailleurs. Donc on n'a pas prévu des dépotoirs pour les ordures. Et on n'a pas prévu qu'on sera nombreux. On n'a pas prévu qu'on va manger et produire des ordures. On n'a pas prévu qu'on aura des voitures. En fait, on a prévu quoi? Qu'on devait tous mourir jeunes et puis personne allait vivre à l'âge adulte pour se marier, avoir des enfants et produire les ordures, non? Non, vous voyez, on a prévu qu'il y a une ville, Yaoundé. Oui. Tous les détails que vous dites là, on a oublié de penser sur ce détail. C'est un oubli, Sinon, on allait tout prévoir. Donc, mais j'ai vu... C'est un oubli ou une négligence ou une incompétence? Pourquoi un oubli? Disons les deux, voilà. Alors, j'ai vu, on a projeté un petit film, c'est Isakam.
il y a les bacs à ordures à côté, et quand on vient, on ne jette pas dans le bac, on jette à côté. Et quelqu'un qui dit à son frère, mais dis donc, s'il vous plaît, mais jetez dans le bac à ordures. Il dit que mais quoi? Toi tu travailles, n'est-ce pas? On te paye, mais allez, c'est ton travail. On pense qu'Isaac doit ramasser les ordures, mais qu'en réalité, c'est tout le monde qui devrait orienter le ramassage des ordures. Donc, si nous n'avons pas eu une formation, on va accuser à qui? J'espère que tous nos dirigeants, ils viennent de France, d'Amérique, ils voyagent. Comme ils ne se promènent pas dans le sous-quartier, donc ils ne voient rien. S'ils habitaient le sous-quartier, s'ils se promenaient comme tout le monde, je pense qu'il allait prendre une décision. Donc, vous croyez que les ordures, là, c'est encore une affaire de sous-quartier? Ils n'ont plus besoin, en marchant dans les grands axes, ils voient les ordures, les ordures sont partout. Ça veut dire que le système de sous-quartier envahit toute la ville. Ah d'accord. Alors, je dis que ceux qui n'arrivent pas à prendre des décisions, non pas parce qu'ils ne savent pas, mais ils ont vu ailleurs comment les villes sont propres. Mais je vous dis, si vous allez en Suisse, il faut brosser vos souliers. Vous restez un mois sans plus avoir la poussière sur vos souliers. Tellement on lave les routes avec l'eau de Javel. Donc nous savons que c'est trop. Ils le savent, nous le savons. Et je dis, ceux qui doivent jeter les ordures dans le bac à ordures, ils jettent à côté. Sous prétexte que l'autre doit travailler. Voilà notre mentalité. D'accord, Président, le ministre trouve que ceux qui doivent ramasser les ordures peut-être ne ramassent pas, mais les Camerounais également sont sales. Parce que même quand on dépose les bacs, ils ne mettent pas les ordures à l'intérieur du bac, ils versent les ordures à côté en se disant que Isaac est là pour ramasser et qu'il va ramasser. Et on contribue à cette insalubrité environnante. Et il dit que c'est les gens de sous-quartier là plus qui portent leur saleté dans leur quartier pour venir mettre dans les grands axes de la ville, parce que c'est des choses qu'on trouve facilement dans les sous-quartiers. Donc, comme nous avons des sous-quartiers, monsieur le ministre, non, mais moi je crois que aujourd'hui, on amène dans les grands espaces. Il faut qu'on reste avec nos ordures dans nos sous-quartiers là-bas. Bon, j'ai écouté le ministre attentivement, je respecte son point de vue, sauf que je ne peux pas le partager. Je ne peux pas partager un tel point de vue qui me semble simpliste. Il est très simpliste, mon modeste point de vue. Je pense que les ordures ne sont pas produits simplement par les citoyens des sous-quartiers. Et vous avez très bien fait de poser la question de savoir est-ce que c'est... Parce que justement, même en venant ici, on passe par des routes, enfin à côté des... Mais c'est pas toujours au sous-quartier où on trouve des immondices. Nous avons vu tout à l'heure défiler des images où effectivement on voit des routes, des rues de Yaoundé en train d'être coupées par des tas d'immondices. Il ne me semble pas que ce soit des rues de sous-quartier que nous avons vues là, mais des axes routiers justement, parfois des axes principaux de la ville de Yaoundé. Je dois dire que la responsabilité, elle est au premier niveau celle de l'État, parce que moi j'ai l'habitude de dire aucun peuple ne peut être en lui tout seul, c'est-à-dire sans qu'il y ait des dirigeants, sans qu'il y ait des gens qui fixent le cap, qui montrent le chemin, être un peuple très très discipliné. C'est les dirigeants qui disciplinent un peuple. Et il y a un comportement qui accompagne cette discipline-là. Je dois dire qu'il y a également l'organisation du travail. Il me semble, je l'ai déjà suffisamment dit, et sur ce plateau et ailleurs, il faut repenser notre système de gouvernance. Il faut, et je suis parfaitement d'accord avec Maître, lorsqu'il estime qu'il faut renouveler la classe politique. Je pense que la solution passe prioritairement par le renouvellement de la classe politique dirigeante au Cameroun. Nous avons l'impression que ceux qui nous gouvernent depuis pratiquement près de 60 ans se sont habitués à un type de gouvernance qui ne sied plus justement à la réalité ou aux réalités du monde dans lequel nous vivons en ce moment. Il faut donc renouveler l'élite politique, il faut renouveler les dirigeants, parce que je suis sûr d'une chose, c'est que si nous avions des maires comme Molinga, comme M. Aliman ici et Maître, je crois qu'ils auraient au moins pu copier en faisant un tour en Suisse, comme disait monsieur le ministre,
copier quand même l'exemple suisse, à défaut de laver justement à l'eau de Javel, mais tout au moins avoir envie justement de mettre un dispositif pour que effectivement ces déchets-là soient immédiatement enlevés et à peine qu'on les aurait déposés. Je pense que la solution passe par là. Et moi j'ai dit, il y a un cafouillage généralisé autour de l'affaire des ordures au Cameroun. Je trouve que le seul fait d'avoir Isacam comme une société qui est chargée de nous débarrasser des ordures, et Isacam est dépassé, effectivement. La ville, elle a grandi, la population, elle a augmenté de manière importante et significative. Et je ne pense, quand je vois un peu Isacam et son dispositif en termes de matériel, je trouve que cette entreprise ne peut plus faire ce travail justement d'assainissement ou de débarrasser notre ville des ordures. Il faut donc penser à des solutions nouvelles. Et il me semble que la solution à laquelle nous sommes parvenus au Front démocratique révolutionnaire, au FDR, c'est de permettre à ce que chaque maire d'arrondissement dans notre capitale s'occupe justement des travaux de propreté, c'est-à-dire du ramassage d'ordures, du ramassage du traitement des ordures dans son espace territorial. Il est incongru aujourd'hui que les maires soient dépossédés de cette prérogative qui me semble être l'une des préoccupations qui devrait animer, qui devrait accompagner leur tâche au quotidien, c'est-à-dire la fourniture de l'énergie, la fourniture d'eau potable et naturellement la propreté. Il me semble que c'est des choses basiques qu'on devrait accorder aux maires, des choses qu'on devrait leur permettre, n'est-ce pas, de travailler en faisant ce transfert, bien entendu, des moyens financiers et naturellement pour que ces mairies-là s'en occupent. Pourquoi est-ce que c'est Isacam qui doit venir ramasser les ordures, par exemple, devant le siège d'une mairie d'arrondissement? Est-ce que c'est normal dans une capitale comme la nôtre? Vous avez l'impression que les responsabilités n'ont pas été clairement attribuées aux uns et aux autres? Oui, c'est que les gens se marchent dessus. Bien entendu. Finalement, les ordures. Parce que vous avez aujourd'hui, je ne sais pas, est-ce que, d'ailleurs, ce ne sont pas les maires qui sont chargés de ce travail-là. On nous fait comprendre que c'est la mairie de la ville. C'est ceux qui s'occupent de ces affaires-là en partenariat avec une société comme Isacam. J'ai dit que c'est une solution du passé. Quand Yaoundé s'est limité un peu au centre-ville, à Mourada et je crois Gombi et quelques quartiers périphériques, aujourd'hui la capitale du Cameroun arrive à quelques kilomètres de chez moi, après Nkola Fambalaba. Donc aujourd'hui il faut penser à des solutions nouvelles. Il faut absolument, mais j'ai dit la solution passe par là, il faut que le travail d'enlèvement, si vous voulez, d'assainissement, l'enlèvement des ordures, leur traitement soit une fonction attribuée à chaque maire d'arrondissement. Et en cela, lorsque une mairie sera sale, enfin, on saura qu'effectivement c'est le maire en question qui ne fait pas son travail. Et de ce point de vue, la population a toute la latitude de le virer aux prochaines élections. Et si on attribue donc ces tâches-là au maire, vous verrez comment la ville sera propre. Et nous pensons effectivement qu'il faut aller vers là. Et en cela, je profite pour chuter à demander à nos populations justement de s'inscrire massivement sur les listes électorales et à nos militants et sympathisants de faire acte de candidature dans chaque mairie d'arrondissement de Yaoundé, de Douala et un peu partout dans le pays, afin qu'on ait de nouveaux conseillers municipaux, de nouveaux maires qui aient le cœur à la tâche et à l'ouvrage pour pouvoir débarrasser nos villes et notamment la capitale de cette image hideuse justement, n'est-ce pas, de capitale la plus sale d'Afrique. Ça ne nous fait pas honneur, au contraire, les patriotes et révolutionnaires comme nous en offusquons. Nous en offusquons parce que nous sommes fiers de notre pays. Nous voulons avoir un pays qui soit la vitrine du monde, comme le disait Maître. Et pour que ce pays-là soit la vitrine du monde, il faut qu'il y ait des patriotes, n'est-ce pas, qui puissent piloter les politiques publiques et qui mettent le cœur à l'ouvrage en sachant qu'ils travaillent pour leur pays et non ces dirigeants que nous avons qui ressemblent plutôt à des colons à la peau noire qui sont là simplement pour piocher et s'enrichir et piller nos pays, aller développer les leurs, parce que il s'est dit, je ne sais pas dans quelle mesure cela est, que la plupart d'entre eux ont des doubles et des triples nationalités.
Mariga Ibrahim, le maire de la ville, justement, puisqu'apparemment ce travail est en train d'aller au-delà de ses forces, comme le constatent certains panélistes sur le plateau, a lancé il y a quelques jours un appel d'offres pour des structures au niveau international, un appel d'offres international ouvert en procédure d'urgence pour le recrutement de 4 prestataires pour assurer la collecte des ordures ménagères dans la capitale Yaoundé. Selon ce document que j'ai un peu lorgné, il a subdivisé la capitale en des lots bien distincts. Yaoundé 1er, Yaoundé 5, lot 1, Yaoundé 2 et Yaoundé 7, lot 2, Yaoundé 3, Yaoundé 6, lot 3 et Yaoundé 4, lot 4. Et le coût prévisionnel total de cette opération est estimé à 61,8 milliards de francs. Toujours un milliard. Toujours les milliards. Vous allez, ce problème, trouver sa source où je fais bien tout ce que le président Olinga a dit. On parlait de la décentralisation. Pourquoi remettre tout ça entre les mains, n'est-ce pas, du maire de la ville, pendant qu'on parle de la décentralisation? Le choix des hommes. Parce que pour piloter, n'est-ce pas, la mairie de la ville, une capitale comme Yaoundé, un seul homme qui sort comme ça, de nulle part, nous avons suivi, ça, comment il est arrivé là. Le coup de gueule, n'est-ce pas, du patriarche Tchimi n'était pas pour rien. Mais ils ont oublié que c'est eux qui ont amené des gens de personnes comme ça. Parmi les maires d'arrondissement de la ville de Yaoundé, je peux citer une personne, Yuki Onana. Quand vous voyez, n'est-ce pas, un garçon comme ça travailler, placez-le, n'est-ce pas, à la tête de cette mairie de la ville. Nous avons connu les gens comme le feu maire de Yaoundé deuxième. Comment on l'appelait encore? Assamba, Luc Assamba. Oui. On voyait Luc Assamba avec le bon, lui-même avec la pelle, travailler avec le groupe de jeunes tout autour de Yaoundé deuxième. Il y a comme ça des jeunes gars, parce qu'on dit, comme on sait, en ce moment, on parle toujours des élites. Quelqu'un d'autre ne peut pas venir faire à la place. Si vous vous souvenez d'un patriote comme Kamdem, qui a se donné un nom dans la ville de Yaoundé, qui avait l'amour de la ville de Yaoundé. Il y a comme ça des patriotes, que ce soit les fils du Fundi. On avait un Adouala qu'on avait baptisé en blanc. Oui, justement. Il y a des patriotes comme ça propreté, toujours vêtu de blanc pour dire que c'était le signe de la propreté. Oui. Et il mobilisait les gens pour enlever les ordures. Je vous assure, comme ça. Parmi les fils du Fundi, parmi même les allogènes, comme on nous appelle, il y a des patriotes qui peuvent rendre cette ville à l'image de ce que nous voulons. Mais pour les critères de ce que nous ne savons pas, on prend une personne, on place là, qui ne s'était même pas préparé à assumer une tâche pareille. Mais c'est à la dernière minute qu'on se rend compte. Je vous l'ai dit, après le coup de gueule, n'est-ce pas, du patriarche, je crois qu'ils ont dégagé, ou c'était 10 milliards ou quelque chose comme ça. Voilà les mêmes routes. Je venais de traverser à Mélène, tout le long, n'est-ce pas, du, comment on appelle, le mur de la garde présidentielle. C'est déjà défait. Tout est décapé. On a vu comment on mélangeait les ciments avec tout ce poivre, les mombo là-bas et tout. Tout ce route-là, les 10 milliards, tout ça, c'est parti comme ça. Les premiers pluies ont tout ravagé, c'est fini. Donc, maintenant, il y a un projet, n'est-ce pas, de 61,8 milliards de francs. Je vous assure, dans un pays sérieux, prenez cet argent, répartissez ça dans chaque mairie d'arrondissement de Yaoundé, avec des instructions et des suivis bien, qui s'équipent en matériel, qui recrutent les jeunes. Il y a des femmes même dans les domiciles qui sont prêtes de venir travailler avec les mains. Si elles sont bien payées, garanties d'être bien payées à la fin de la journée, donnez à Yaoundé 2 mois, vous allez voir ce que ça va donner. Mais pourquoi on retarde? Pourquoi ce blocage? Ce qui nous inquiète quand même, c'est qu'on dit que ces sociétés-là vont porter les ordures des zones publiques, des places publiques, des marchés, et ainsi que le transport des déchets vers les décharges finales ou les centres de transfert. Pourtant, on n'en a pas. On en a, il y a même d'abord ça, les décharges. Et puis après, puisque si elles vont il y a tout ce problème, vers les centres. Les affaires de ce pays, quand les gens parlent, on croit que c'est l'opposition. Non, nous sommes de ce parti. Nous disons au président Paul Biya, les gens que vous choisissez, sincèrement, qui vous donne ce nom-là, ils ne sont pas prêts à rendre service. Il est inimaginable.
ce même maire de la ville a eu l'ingéniosité de demander à la population de Yaoundé de garder les poubelles dans leur domicile. Vous vous souvenez une fois? Oui. Ça veut dire que tu es à ta maison avec tes enfants, tu gardes tes poubelles, c'est après une semaine, 2 semaines, quand Isaac doit passer, tu sors, et pendant ce temps, les cafards, les souris et tout ça, les odeurs. Donc il avait voulu, moi j'avais piqué une crise quand j'ai suivi ça. Il avait voulu empoisonner, tuer la population de Yaoundé. Comment on peut demander à la population de garder la poubelle dans ton domicile? Tu gardes ça. Ceux qui habitent dans les étages, ça dit le couloir, tu places. Mais vous comprenez ça, qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts à assumer certaines fonctions. Qu'on force comme ça, on sort le nom. Dans une mafia, on dit bon, c'est elle qui doit aller. Pourtant, dans le même parti, il y a des gens capables, n'est-ce pas, d'assumer et de prouver ce qu'ils peuvent faire. Pourquoi on retarde? Après la remarque, n'est-ce pas, du patriarche, je crois qu'il fallait, n'est-ce pas, nous remercier ce monsieur. Je vous jure, il y a des jeunes garçons dynamiques dans le RDPC là, ici à Yaoundé. Confiez-les la tâche là, n'est-ce pas, donnez au moins 6 mois, vous allez voir ce qui va se passer. Mais les gens sont là, leur sortie, c'est avec de gros cylindrés, 6-8 voitures qui les accompagnent. Ils viennent avec des larges bords en veste et tout pour raconter des choses. Non. Nous avons vu quand même ce vieux patriarche Jacques Boller. Il a essayé de faire ce qu'il pouvait. Il a réorganisé un tout petit peu la ville de Yaoundé, ressemblait déjà à quelque chose. Je vous dis, prenez le changeur de là où je suis, au Nana. Je vous assure, quand il pleut là-bas, c'est la mort. Le lieu dit, comment on appelle, Karamba. La roue là du changeur pour le mettre, c'est un danger. Partout dans la ville, on parle d'un truc, 161 milliards. Il a dit que ça doit commencer, n'est-ce pas, avec le budget de 2004. Progressivement. 2024. 2024, je veux dire, progressivement, n'est-ce pas, ils vont évacuer ça. Vous allez voir. Qui nous donne, n'est-ce pas, un terme, c'est dans 5 ans, c'est dans 6 ans, vous allez retrouver les mêmes choses. Ces 61 milliards, sûrement, doivent entrer dans les poches de personnes. La durée, c'est 5 ans, avec une tranche ferme d'1 an et 4 tranches conditionnelles d'1 an chacune. Ça aussi, ça m'a fait réfléchir. À condition là qu'on ne dit pas ce qu'elle non, il y a des gens qui ne veulent pas aider. Donc c'est 1 an clair et 4 d'abord dans une capitale où aucune autorité ne sait nous dire combien de population il y a dans cette ville-ci. C'est à partir de là qu'on programme. Qu'on sait que la zone est un recensement vrai, qu'on dise que la zone, n'est-ce pas, de Biémassi, il y a tel nombre de Camerounais. Et tu dis, il y a tel nombre de Camerounais qui sont là. C'est qu'ils produisent par jour comme déchets. On essaie de descendre, peut-être qu'il a dit, en 4, n'est-ce pas, il doit couper en 4 zones. Mais il faut d'abord recenser le nombre de populations et les accès aussi dans les quartiers. On laisse les quartiers pousser n'importe comment. Donc même ces voitures-là, de collecter, n'est-ce pas, de poubelles, ils vont passer par où? Il y a tout ça. Yaoundé, c'est un gros village. Quand tu dis ça, les gens croient que c'est... Non, Yaoundé, c'est un gros village. Les premiers dirigeants de son pays ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Oui, ils ont laissé, n'est-ce pas, un pays de 42 ans après aujourd'hui. Sincèrement, nous ne voyons rien. Il y a certaines petites pistes qu'on appelle routes dans le sous-quartier qu'on a essayé d'aménager comme ça, gauche-droite. Mais un plan vraiment de désenclaver, montrer une image d'une capitale. Yaoundé, sincèrement, ne peut pas répondre. L'exemple nous vient de la Côte d'Ivoire quand même. À moins de 2 mandats, je crois bien, si c'est 12 ans. Vous voyez, c'est qu'un monsieur qui avait la volonté de le faire. Vous voulez rajouter quelque chose avant de faire mettre... Ah, il a réussi à dire ce qu'on il a dit quelque chose qui est très, très, très intéressant. Quoi? La jeunesse du RDPC. Je voulais lui rappeler qu'il y a la jeunesse dans tous les partis. Ah oui, il a du RDPC, vous ne savez pas qui parle les autres. Je voulais juste dire que si on veut à tout prix prendre dans son parti, qu'on prenne ceux qui sont capables de faire. Il a encore donné quelque chose qui est vraiment extraordinaire, que depuis 42 ans, je ne sais pas, 42 ans coïncide avec quoi, je ne sais pas, mais en réalité, il y a des problèmes. Et quand le président d'un parti parle, c'est très bien, mais il fait sa campagne. Il fait sa campagne
ils risquent de noircir les autres pour être beaucoup plus blancs. Mais ce n'est pas encore la période d'une campagne, mais c'est le problème des ordures que nous voyons. Et quand un maire du parti au pouvoir parle, vous comprenez que le problème est sérieux. Donc parlons des ordures. J'ai parlé d'abord de notre mentalité, notre façon de faire. Parlons des milliards. Les milliards qu'on va donner toujours vont disparaître. Ah oui? Donc, ça concerne maintenant les personnes. Nous, Camerounais, voulons nous rester comme ça. Bon, on prépare les élections, mais j'espère pas qu'on prépare les élections sans ordures. Parce que là, c'est la politique, mais les ordures sont la vie quotidienne. D'accord. Moi, je voulais dire quelque chose à la suite du ministre. Il ne s'agit pas de campagne ici. Il s'agit de la responsabilité de ceux qui sont chargés de nous rendre notre ville propre. C'est une campagne. Simplement. Et maintenant, nous constatons tous que depuis très longtemps, 42, il a dit. 42 ans, la ville est toujours sale. Et pourtant, nous avons des dirigeants depuis 42 ans. Il ne semble pas que le Cameroun était un pays qui n'était pas dirigé. Alors le constat, il devient évident. On n'a même pas besoin de faire campagne dans ce sens-là. Pour que tout le monde constate que depuis 42 ans, nous avons confié notre destin à ce parti politique qui a tous les maires, et je suppose d'ailleurs tous les maires de Yaoundé sont du même parti. Mais d'où vient-il donc que ce parti-là ne nous apporte pas la propriété auquel nous avons droit? Ça c'est bien, c'est ce que je voulais signaler. Deuxième chose que je voulais dire, il a parlé de tout le monde produit les... Non, mais monsieur le ministre, nous tous, nous produisons des ordures. Oui, mais il y a des gens qui doivent prendre ces ordures-là, aller les déposer là où elles doivent être déposées. Ils ne le font pas. Vous n'avez pas interdit donc à la population de ne plus produire des ordures. C'est impossible. C'est impossible de dire à la population de ne produire plus les ordures. Parce qu'il y aura toujours des ordures. Et il faut quelqu'un pour les ramasser. Et c'est ce quelqu'un-là qui ne fait pas son travail. Et il faut le dire. Et le même que nous l'accusons aujourd'hui, c'est une source de richesse. Hein? Bien entendu, ailleurs même, on aurait pu mettre en place une ordures, transforme en engrais. Et en engrais ailleurs, on transforme les ordures en engrais. Ailleurs, tout ça, on les transforme en gaz. C'est une source de richesse. En gaz, en énergie. Je voudrais chuter en disant, il a dit quelque chose de fondamental. Il a parlé de la Côte d'Ivoire. Je crois que c'est le ministre qui l'a dit. Non, c'est lui. Il a dit quel exemple. Voilà. Et effectivement, lorsque vous voyez comment la capitale ivoirienne a été transformée en pratiquement 10 ans par le président Ouattara, vous vous posez la question de savoir, sommes-nous tous des pays francophones? Parce que le Cameroun et la Côte d'Ivoire sont à peu près des pays au même niveau de développement. Exactement. Sont à peu près les mêmes ressources. D'où vient-il que un progresse radicalement et l'autre c'est continue à nager dans les ordures et le sous-développement. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et des zones. Lorsque vous voyez également au Sénégal, le président Macky Sall qui vient de s'en aller, il a passé 12 ans, presque 12 ans à la tête de l'État sénégalais. En 12 ans, si vous voyez les infrastructures que M. Macky Sall dont il a doté son pays, vous sortez de l'ordinaire. Je vous dis des autoroutes à 600, toutes les régions du Sénégal sont reliées à la capitale par une autoroute de moins 600. Et M. Sall l'a fait simplement en une douzaine d'années. D'où vient-il que des gens qui sont là depuis 1960 n'arrivent même pas à entretenir les pistes que M. Aïdjo a laissées? C'est quand même scandaleux à ce niveau. Et à ce niveau-là, la seule chose qui mérite d'être dite, sans qu'on ait besoin de faire une quelconque campagne, c'est qu'il faut virer cette élite dirigeante qui ne fait pas son travail. Vincent Rocher, Alima Mbarga, à votre avis, aujourd'hui, on sort de cette situation comment? Parce que le constat, il est fait par tout le monde, Yaoundé est sale. Les responsabilités, apparemment, sont partagées sur le plateau, d'après le ministre, même si El Hadj et M. Cyprien Olinga s'accordent à dire que ce sont les autorités qui doivent d'abord faire leur boulot et que le rôle des populations, c'est justement de produire des ordures. On a quand même souvenance qu'il y a quelques temps ici, on a vu une grosse bataille entre la ministre
Yaoundé et des villes pour des tas d'ordures quelque part. On avait un partenaire qui voulait justement venir transformer les ordures au Cameroun. La bagarre n'a pas cessé et puis le partenaire fatigué est parti. Et du coup, tout le monde a abandonné les ordures net au même endroit et comme pour dire que peut-être c'est un problème de gestion, comme on dit, qu'on peut trouver des partenaires pour transformer. Mais on n'a pas de dépotoir ici à Yaoundé. J'ai eu beau fouiller. Les petits coins qu'on veut utiliser pour déposer, il y a des gens qui habitent aux alentours et c'est pas prévu justement pour être des dépotoirs. Quand on va recruter ceux-là qui doivent venir se joindre à Isakam et à l'autre société, voilà, Tiklof, parce qu'on a eu Tiklof qui est venu rejoindre Isakam dans le cas de Yaoundé pour ramasser les ordures. Donc on voudra ajouter une autre entreprise en plus, ou 4, comme ils ont dit, pour c'est les mêmes qui vont se partager l'argent. Ces entreprises-là appartiennent certainement à cette même élite. C'est la solution? Oui, et Rosalie, je pense que déjà pour répondre, c'est pas la solution. Et qu'on est en train de rater même le combat pour lequel nous devrons nous mobiliser pour lutter contre l'insalubrité. Il y a une chose, c'est que nous vivons, nous produisons des déchets. Et nous nous organisons même à la base même de l'unité familiale, comment est-ce que nous devons vivre dans un environnement sain et propre. Et c'est pour ça qu'on va construire des latrines un peu éloignées des maisons et qu'on va dire à tout le monde, lorsque vous voulez faire des besoins, allez dans ce petit coin. Quand il n'y a pas de latrine, vous voyez que le village, les gens pondent ça un peu partout. C'est-à-dire, ils entrent en brousse, ils entrent dans la cacahuère, à la rigole, sur votre cour, à l'arrière de maison. Voilà pourquoi on a pris la sensibilisation d'amener les familles à s'approprier ce phénomène pour que on commence à lutter contre l'insalubrité. Ce n'est pas encore à 100% parce qu'il y a même encore dans d'autres coutumes et dans d'autres régions des populations ou des peuples qui sont naturellement orientés à se mettre à l'aise à la nature. C'est-à-dire même quand ils arrivent dans votre quartier, vous avez beau avoir même des latrines, mais ils se sentent à l'aise lorsque, à côté des latrines, il fait ses besoins à côté. Il dit que l'air qui frappe. Quand vous voyez déjà ça, vous pouvez donc transposer ça à l'échelle des déchets que nous produisons. Nous vivons dans une société qui néglige cet aspect. Et c'est un aspect primordial qui devrait accompagner les politiques. Moi, je ne m'arrêterai même pas à l'aspect de décentralisation au niveau des mairies, mais je donne les responsabilités au niveau de l'administration traditionnelle locale. C'est-à-dire que les chefs de quartier, que les chefs de bloc soient interpellés pour pouvoir amener les populations à s'organiser et à mettre des moyens à ce que... Un travail à la chaîne? À la chaîne d'abord, mettre des moyens à ce que ces petites entreprises locales qui naîtront puissent voir postuler les enfants du coin qui vont naturellement jouer de police et qui se connaissent et qui vont amener le quartier à être propre. Et si jamais il faillisse... du quartier, la ville. Oui, et si jamais cela faillisse, on peut amener même certaines sanctions. C'est-à-dire quand je vois l'agitation du maire de la ville qui forme des soldats, des jeunes insalubrités et qui va les poster et dire qu'il y aura des amendes et tout le reste. Non, sauf que ces policiers, c'est pour nous interdire de jeter les ordures dans les bacs à ordures et de les garder à la maison. C'est différent. Il faudrait qu'il y ait des policiers pour aider pour appeler les gens de jeter les ordures dans le bac à ordures, mais pas de les faire rentrer les ordures à la maison. C'est même là où on rate le coach. C'est-à-dire qu'on ne devra pas mettre sur pied une police qui va nous coûter de l'argent pour qu'on ne mette pas les ordures hors du bac. Voilà. Nous devons faire une animation sociale à base du bénévolat au point où nous devrons avoir une mainmise et, comme on dit, un fichier de base pour pouvoir recruter même ceux-là qui peuvent rendre le service public. C'est-à-dire, si on veut recruter à la mairie, si on veut recruter à la communauté urbaine, on sait qu'il y a des organisations de jeunes qui promeuvent l'altruisme et ce bénévolat et qui font en sorte que cela ne nous coûte pas cher. Je me rappelle d'une anecdote. On avait un problème avec un ancien préfet de la ville, avec la communauté urbaine au marché central. On veut délocaliser la vente des ambulants et des sauveteurs pour un autre endroit. Et on se rendait compte que ils respectent lorsque vous venez avec les camions et les pick-up de policiers. Dès que les policiers tournent le dos, ils réinvestissent l'endroit. Et vous vous rendez compte que ce bras de fer, le commerçant ambulant, lui, l'est préparé. Il sait bien qu'il va affronter les autorités qui vont refuser et il va résister. Mais si on le mettait sur pied, parce qu'on sait qu'ils ne vont pas rester là toute la journée ou toute la semaine, on mettait sur pied une organisation des jeunes volontaires qu'ils viennent et qui conditionnent tous ces gens-là, s'ils veulent vendre, qu'ils aillent vendre
aux endroits indiqués. Ceux qui veulent acheter, qu'ils aillent acheter aux endroits indiqués. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, ils sont là volontairement. Le commerçant qui n'aura pas vendu pendant 1 semaine va s'aligner pour aller vendre là où il doit vendre. Mais s'il se rend compte que vous allez prendre les gendarmes qui vont vous coûter de l'argent parce qu'ils vont se déplacer et ensuite ils vont repartir après 2 heures ou 3 heures, ils reviennent, vous voyez là que vous êtes en train de cibler très mal et frapper à côté. Non seulement vous perdez de l'argent et l'action que vous voulez mener ne pourra pas réussir. Donc il faudra donc cultiver dans un environnement prêt des jeunes capables de supporter nos ordures. Moi, je ne suis pas favorable à ce que, si au quartier Oja, vous produisez, pour un exemple banal, des déchets nucléaires, et que quelqu'un de notre quartier vient les ramasser sans savoir se protéger parce qu'il ne sait pas que vous avez produit du nucléaire ou vous avez des déchets pharmaceutiques, parce qu'ils doivent seulement venir ramasser, il faudrait bien que les enfants d'Oja s'occupent de la propriété d'Oja. Ceux d'Nkondongo s'occupent d'Nkondongo. Ceux de Mimboman à Mimboman, ceux d'Nkwaban à Nkwaban. Et naturellement, on peut mettre une compétition pour les motiver à ce que cela puisse avoir du fruit. Voici une route entre Ekounou, très loin Carrousel et Ekounou. Vous voyez bien la montée, il y a une poubelle qui barre toujours la route. À chaque fois, on se rend compte que les ordures sont à même le sol. Parfois, le petit bac où il n'y a même pas de bac est plein. Et que les autorités ne se rendent pas compte que cette poubelle, chaque fois qu'on vient ramasser, finit toujours par naître. Comment réfléchir pour qu'elle ne naisse plus et accompagner les uns et les autres à plus de civisme à cet endroit? Si c'est un problème de bac, si on posait 2 bacs, on va poser 4. Pour que quand on revient, on trouve que les 4 sont pleins, pour qu'on ajoute 6. Parce qu'on va se dire, la population sollicite bien cet endroit, et on élabore donc une stratégie, parce que tout part du plan. Nos quartiers sont nés comme ça, et on n'a pas élaboré une stratégie de collecte de tout ça. C'est-à-dire, quitter vos ordures, des ménages pour l'espace public, devait normalement vous faire peur. C'est-à-dire, vous savez bien que l'espace public appartient à tout le monde. Et si vous avez produit et que l'autre n'en produit pas, pourquoi est-ce que vous voulez embêter l'autre en l'espace public en venant verser vos ordures là, alors que vous avez la capacité de pouvoir mieux les réguler? Donc ça veut dire que là où on vit, on devrait recycler nos ordures. C'est-à-dire, il faut déjà avoir la culture du recyclage. Le recyclage, je crois qu'on enseigne ça et c'est vulgaire un peu partout. Non, pas autant que vous le croyez. Il dit au Cameroun, non. Même au Cameroun, moi j'ai suivi des séminaires dans certaines mairies où des équipes descendaient. Moi, j'ai si je fais le casting sur ce plateau, je suis sûr que beaucoup ne savent pas. Le couvercle jaune. Je dis, on n'a pas appliqué, mais on est parti pour sensibiliser et apprendre aux populations à trier les ordures et à pouvoir les recycler. C'est-à-dire, moi je connais le phénomène. On peut arriver jusqu'à la production de ce qui parlait des engrais, du gaz et un certain nombre de produits qui peuvent sortir même de ces ordures. En fait, il faut déjà une prise de conscience de l'importance des ordures pour qu'on en arrive là et qu'on mette une politique, comme vous dites, de sensibilisation et de collecte de ces ordures-là pour permettre aux populations de se libérer. Si eux-mêmes ils ne comprennent pas, vous voulez... Et cette prise de conscience devait donc partir de l'élaboration d'un plan d'hygiène et salubrité. Et qui élabore ce plan? En réalité, il y a des plans de mairie, en réalité. C'est-à-dire, si vous voyez dans un quartier ou dans un village, lorsqu'on fait un lotissement, on réserve l'espace pour le cimetière. On réserve l'espace si jamais... Non, je dis c'est ça que l'aménagement d'une ville impose. Si vous avez à faire un lotissement, que ce soit privé, demandez des gens qui vont vivre ici, iront à l'école où? Iront au marché où? Qui fait donc ce travail? Effectivement. Accompagner l'élaboration de cette organisée. Si vous n'avez pas réservé d'espace pour le cimetière dans votre quartier lorsqu'il était en train de s'aménager, ce n'est pas la mairie qui vous donnera l'espace. Vous devrez être accompagné par des équipes techniques parce que pour faire un lotissement, vous n'avez pas acheté votre terrain. Après, vous allez après venir que je dis non, ce n'est pas ce que je veux dire. C'est pas ce que je veux dire. Je voulais dire que je peux être propriétaire à Oja de 10 hectares. Ah, ça c'est le propriétaire. Voilà. Et lorsque j'organise un lotissement privé pour pouvoir mettre à la disposition des populations, il faudrait bien que la mairie, avant de valider et certifier mon lotissement, se dise que ici, il peut y vivre 5000 personnes, 2000 personnes, et ces 2000 personnes pourront se mouvoir comment? La route, le cimetière, les marchés. Quelle est la maïture au Cameroun? D'accord, la maïture a ses missions. Mais on a vu que l'émission de la maïture était limitée par rapport aux espaces qui étaient en train d'être aménagés. Les gens font des aménagements privés.
Et ensuite, les gens y arrivent. D'autres, parfois, font mettre des sous-quartiers. C'est-à-dire, ils vont ici, ils oublient même que la route doit passer. Et pour arriver chez vous, passer par le salon de l'eau. Donc, ce qui se passe, c'est ça nos quartiers. Il faut donc qu'on aménage par rapport aux responsabilités rapprochées. Donc, qui va organiser tout ça? Les conseillers municipaux. On casse. Mais s'il faut casser, il faut casser. Là, c'est le travail de la mairie. C'est la mairie qui doit organiser tout ça. Pour y arriver, il faudrait qu'on responsabilise les conseillers municipaux. Sont allés pendant longtemps dans les conseils municipaux sans avoir de charge à faire. C'est-à-dire, il part, il s'assoit. Il ne sait même pas qu'il vient d'un quartier ou d'un village où il a des responsabilités et il doit défendre ce village. Mais il s'en va, il s'assoit parce que politiquement, on a cafouillé, on ne sait même pas qui. Il va prendre des perdièmes. Donc, il faudrait faire une élaboration politique qui permette à ce que le quartier bénéficie bien de ceux qui ont des charges tout autour. Vous ne pouvez pas vous organiser avec des chefs et que le chef voit que son quartier est le dernier dans l'hygiène et salubrité et qu'il ne mobilise pas ses populations. S'il y a un danger, c'est pour nous tous en communauté. Et voilà pourquoi ailleurs, vous allez vous rendre compte que on vend même pour vider les ordures, vous payez. C'est-à-dire que lorsque vous allez, on pose la balance, vous prenez votre bac à ordures, on le dépose, ça fait 30 kilos d'ordures. On vous dit, il faut tant d'argent, vous payez, on vide, on vous remet, vous rentrez. C'est-à-dire le camion qui passe vous amène à discipliner vos productions de déchets. C'est-à-dire vous ne pouvez pas produire au hasard et en grande quantité sans vous soucier de ce que l'impact que ces déchets-là font. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas faire que je n'en produis pas assez. Attendez que je comprenne. Vincent Roger Aliman Barka. Oui. La dernière proposition que vous venez de faire, oui. Vous demandez que... Non, c'est pas problème de m'expliquer. Je demande d'abord... Pourquoi vous voulez tuer tous les Camerounais? Non. Donc, vous avez fini. On va parler tout à l'heure de CNI. Vous en manquez seulement partout. Donc, maintenant, vous êtes en train de suggérer que quand je porte mon nylon d'ordure, Isaac ou Tchofou qui sont en train de créer là, viennent garer, ils pèsent mes ordures, ils me taxent. Je paye. Après, ils vident mes ordures, ils me remettent mon sac. Bon, je prends un exemple. Tout à l'heure, vous avez parlé de 61 milliards bien compris. pour donner aux sociétés qui viendraient ramasser. Ces ordures-là nous produisent quoi? Pour qu'on en dépense 61 milliards pour qu'on en vienne ramasser. Si vous produisez 10 kilos d'ordures et que je n'en produis qu'un kilo, pourquoi est-ce qu'il faudrait que je supporte au même titre que vous? Vous détruisez, je n'en détruis pas. Il faudrait bien qu'on discipline les uns les autres dans la production. Je vais au marché, je évite de prendre des emballages parce que c'est il faudrait bien que les ordures ne nous soient pas cet aspect-là où on va s'enrichir bénévolement. Quand on vous parle d'Isaac Ami, vous faites le chantage. Je ne ramasse plus à Yaoundé. Il faut que l'État verse 1 milliard ou 2 milliards. C'est normal. Et ça n'a même aucune solution. Depuis qu'on les populations doivent avoir une discipline. Voilà pourquoi j'ai dit celui qui vient vous creuser de latrines et celui-là qui habite le quartier mais qui fait des besoins à côté des latrines, il ne va pas dans les latrines. Vous accusez qui? Alors que le latrine c'est nous disons ailleurs, c'est le mairie qui avait s'organiser. Voilà les toilettes publiques, allez chier là-bas alors que les toilettes sont là et vous chiez à côté. Il n'y a pas de toilettes publiques à Yaoundé. Non, pourquoi est-ce que... Oui, pourquoi vous prenez des exemples qui ne cadrent pas avec la réalité? Ça va toujours dans les responsabilités individuelles. Nous disons que la même chose que vous pouvez aller, vous prenez une orange, une banane, il faut même une niche pour le mairie. Si on bien, si on veut la responsabilité de la mairie, vous verrez bien que ce sont les mairies qui vont recouper ces jeunes pour faire le ramassage et c'est là même des emplois. C'est pas vous qui permettez. C'est la responsabilité. Non, permettez. Voilà. Permettez. Le ministre on n'est pas là pour savoir ce que vous voulez expliquer que tout le monde me comprenne. Non, j'ai très bien entendu ce que vous dites. Mais aujourd'hui, peut-être, c'est ce qui fait un peu réagir. Et qu'ailleurs, dans les pays, entre guillemets, dits développés, au contraire, quand vous produisez les ordures, ça les sert parce qu'ils ont développé une stratégie pour rendre le recyclage. Vous baladez votre chemin. Les crottes qui tombent, vous les ramassez. Vous ne les laissez pas. Non, ça, c'est pas le problème.
la responsabilité que je veux que chacun puisse savoir que on ne connaît pas une affaire de chacun. Il y a des gens qui doivent préserver. Avant de mettre nos ordures à l'espace public, pensons aux autres. Je suis d'accord. On pense aux endroits où nos ordures doivent être. Non, Vincent Roger Aliman Barga, sur ce point, je suis d'accord avec vous que tout le monde doit être propre. Les gens doivent entasser les ordures. Les gens ne doivent pas jeter les ordures n'importe où. Les gens doivent s'assurer que leur environnement est propre, leur quartier est propre et s'assurer que les ordures sont entassées à un endroit précis. Raison pour laquelle on a donc cet état d'immondice partout, parce que ces populations-là se dirigent vers le même endroit. Une fois que c'est donc là-bas, c'est là où on cherche la solution. Vous avez demandé aux quartiers, les quartiers, ils savent que s'il y a une poubelle, il n'y en a pas. Ici, il y a un cas. Si vous allez verser, il y a pas de vous organisez donc les poubelles aux endroits où vous orientez les gens à aller verser là-bas. Quand vous voulez finir de verser, mettez une société, vous porter. Isaac ne le dépose pas en bas pour l'abandonner. Il sait que j'ai une route. Mais il y a des endroits où on voit Isaac une fois par mois, ou une fois les 2 mois. Parce que je vois qu'Isaac n'a même pas recensé. C'est ce que je organisons le quartier par Je prends le cas de Siméon. Que vous quittez d'ici, Fulana, où il y a un bac à la colline, jusqu'au prochain carrefour en allant vers Tam Tam. Il n'y a pas de poubelle. Je dis bien, quand on quitte Foulane ici, on fait toute la trajectoire, on traverse tout Siméon. Jusqu'au niveau de Tam Tam, il n'y a pas de bac. Il faut réclamer. Et quand on réclame, et quand vous regardez la population d'individus qui vivent dans cette zone-là, mais c'est incroyable. Oui. Donc on demande aux gens de porter les poubelles dans ce quartier-là pour partir du côté d'Acacia. Donc, tu finis de remplir la poubelle chez toi, tu prends le taxi pour aller verser les ordures. Non, je te prends un truc que je vois, je dis que je vis. C'est pas une invention. Ça veut dire que partout, on a dit interdit de jeter les ordures. Et ils se battent pour que ce soit propre. Parce que c'est vraiment un quartier propre. Tu marches partout, tu ne vois pas les ordures placées n'importe où. Mais le calvaire que ces populations vivent justement pour maintenir ce quartier propre, c'est impressionnant. Et vous allez leur demander de continuer tous les jours à partir à Cassia. Faites une et aller payer pour je vais finir par... On va manger le manioc. Nous tous ici sur le plateau, nous sommes témoins. Témoins de ce que... Il y a eu une année où un professeur très talentueux d'université est allé sur une chaîne de télévision nous expliquer que 32 gigas, nouvelle génération, ancienne génération, est égal à 500 gigas, nouvelle génération. Et un autre grand professeur très éminent même est venu sur une autre chaîne de télévision dire que oui, c'est vrai. C'est-à-dire que les gigas se dépassent. Vous comprenez que monsieur Alima, je suis sur un plateau de télévision, est un Camerounais expert. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons le Camerounais qui justifie tout. Ce que M. Alima vient de dire ne se justifie nulle part. Que ça soit au début de son raisonnement, qu'à la fin de son raisonnement. Premièrement, au début de son raisonnement, il va interpeller les populations, n'est-ce pas, à s'associer, à faire des petits groupes pour aider, c'est-à-dire que pour participer elles-mêmes, n'est-ce pas, à la collecte. Jusque là, on est d'accord. Première chose, le service public d'hygiène est une mission, un devoir régalien de l'État. Ça, on ne discute pas ça. Lorsque tu balais même une route, la route publique, quand tu balais, tu dois avoir l'autorisation de l'État. Vous comprenez ça, M. Alima? C'est-à-dire que quand vous prenez le balai pour balayer la route publique, vous devez les parce que c'est la chose publique. Première chose. Deuxième chose, il y a des entités qui recueillent des impôts, des fruits d'impôts pour des taxes d'hygiène et salubrité. Vous n'allez pas donc demander à la population qui paye déjà les impôts en termes de taxes d'hygiène et salubrité d'elle-même. Pourquoi ça ne change pas? Première chose. Deuxième chose, les moyens de ces populations sont très limités. Parce que les populations vont regrouper les ordures. S'il n'y a pas une voiture de collecte et de transport, elles vont faire comment? Le problème aujourd'hui de nos villes, ce n'est même parce que les villes, toutes les routes jonchent de l'ordure, non, c'est parce qu'il y a des tas d'immondices. C'est-à-dire que vous trouvez un endroit où un bac à ordures est abandonné avec des ordures un peu partout, parce qu'en réalité, les voitures ne passent plus pour ramasser ces ordures. La bonne solution. Alors, vous comprenez donc quoi? Vous comprenez que c'est ceux qui sont censés faire cette mission qui sont défaillants. Il ne s'agit pas des populations. Vous n'allez pas quand même demander aux populations c'est-à-dire que le sexe de l'ange.
Les populations paient les taxes. Les populations prennent des ordures de chez elles pour venir entasser là où il y a un droit. Mais les maladies issues de ça, il fut un temps. On trouvait les bacs à ordures un peu partout à Yaoundé. On trouvait des bacs à ordures sur des poteaux. Mais c'est ça des êtres humains qui se forçaient à rendre la ville, n'est-ce pas, salubre. C'est vivable. Aujourd'hui, ce sont plus les mêmes personnes, ce sont d'autres personnes. Mais ces personnes-là, la seule chose, c'est que, comme vous voyez là, quand on vous dit appel d'offres international pour faire les mêmes choses, nous avons déjà les sociétés. Je suis donc. Vous comprenez ça? Oui, il y a déjà les sociétés. Ces sociétés-là ne sont même pas des sociétés étrangères, ne tendez pas les appels d'offres. Quelqu'un va venir avec un Gengoro vous dire que bon voilà le blanc qui a des alors que c'est lui qui est le vrai propriétaire de cette société. Il s'agit là d'un de population qui collecte des ordures, accepter dans les sociétés. Les sociétés, n'est-ce pas? Et je dis que c'est la France route. Parce que c'est la pauvreté. Non, il n'y a pas de problème là. De mauvaises personnes. Mais c'est une mauvaise solution. Je dis ça, ça mène à quelque chose ne seront pas capables. On me demander ça. La mairie, c'est nous tous. On ne va pas dire que c'est le maire. Après, je le budget. Non, le budget. Quel est même le budget? Les camions doivent quitter le Siméon pour aller vider en Colombie. Celle d'Odja, soit Odja, celle de Moumbema, soit organisme-là, qui est à l'échelle locale, qu'on doit organiser ça. Je propose de réflexion, je ne pose pas. Je dis la logique de ce qu'on vient de transporter nos ordures que nous produisons est contre-productive. Organisons-nous à dire c'était nous donner ordures. Et ensuite, même si on nous donne l'argent, on nous en donnera à l'échelle où on peut s'occuper de nous-mêmes. Et non donner à une société des milliards qui ne rend pas service mais qui vaut de l'argent. Je vois que vous essayez de vous projeter vers l'avenir et de vous dire que tout ce qui est fait maintenant va échouer, est programmé pour échouer. Vous allez dans une suggestion de ce qui pourrait marcher. Oui. Maintenant, moi j'ai une dernière question avec votre proposition qui n'est pas totalement à balayer d'un revers de la main. Maintenant que les quartiers existent et que les gens ont acheté leur terrain chez ceux qui étaient propriétaires et qui étaient censés penser à laisser l'espace où on pouvait stocker, généralement on crée ces dépotoirs là loin des constructions, loin des villes. Quand vous regardez Yaoundé aujourd'hui, on est carrément collé en Bankomo, collé, bientôt on sera collé, on va coller Douala et Edea, il n'y aura plus d'espace où stocker ces ordures. Est-ce qu'au niveau minime dont vous parlez, on est encore capable de créer un tel dépotoir où c'est ceux qui gouvernent qui peuvent décider dans leur mission régalienne de casser des gens dans une zone et d'en faire des dépotoirs? Non, on peut encore en faire, même s'il faudrait en faire des établissements privés. Moi, je peux m'organiser dans ma concession à creuser un gros trou et à ramasser les ordures à venir verser dans les environs et ça me fait de l'argent. Je crée une entreprise. Vous voyez les tricycles qui passent pas partout. Ça peut être toujours une situation comme ça. Vous demandez au privé, bien sûr. Oui, ça peut faire du business. Venir chez vous payer pour jeter les ordures. Bien sûr. Là, c'est une suggestion qui peut passer. Moi, j'ai dit que je vous ai compris. J'ai retenu une chose. Les personnes. Nous devons résoudre ce problème. Oui. Donc, pour résoudre ce problème, c'est avec la population. Et quand c'est vous qui dirigez, il faut diriger qu'on puisse trouver une solution. C'est là que j'ai rejoint aussi Olinga. Que ceux qui sont là, nous qui sommes là, nous n'avons pas fait ce qu'on attendait de nous. Mais vraiment, ce qu'il a dit, moi, je résume tout simplement qu'il faut se responsabiliser pour qu'on devienne un pays plus propre. En fait, on sait déjà
Et payer des milliards, ça ne donnera jamais. Pour un service mal rendu. Non, là, c'est clair. Hein. Les gars qui ont d'argent, là, ouvrez le business, ça va aller. Et bonsoir, pourquoi dites-vous que Yaoundé est une ville sale? Pour rien. Pas plaisir de dire. Il y en a quand même des questions hein, que certains téléspectateurs posent. Ils me demandent pourquoi que Yaoundé est une ville sale. Pour rien. C'est moi parce que j'ai eu envie de venir dire ici aujourd'hui que Yaoundé est une ville sale. Il n'est pas faire bavarder les gens pour rien. Il n'est pas un habitant de Yaoundé. Bonsoir le grand soir, je partage l'avis du monsieur du SDF, c'est Pierre-Marie depuis la barrière à Yaoundé. Bonsoir le panel SDF, je te vois venir. C'est le Fabi. Bonsoir au panel, ma chère Rosano. Au Cameroun, on est champion mondial en corruption, maquette, etc. Cela fait des lustres qu'on nous avait dévoilé le plan d'urbanisation d'Ongola avec tous ces échangeurs. C'est la 3e génération qui verra cela. Alain Tanga, depuis une colle foulou. Bonsoir la famille, bonsoir le plateau. Le problème, ce n'est pas de prendre les gens au boulot. Le problème, c'est le salaire. Moi, c'est Gislain depuis Kribi. Bonsoir le panel, Madame La Rose. Dites au monsieur du FDR de ne plus venir tenir un langage soi-disant qu'on a amené les gens du Nord pour défricher les champs. Et ce n'est pas seulement les gens du Nord qui font ce travail, qu'ils évitent ce langage dans un plateau de télé. Bonne émission à vous en tout cas. Genre de sensibilité désormais. Hein. Bonsoir très cher René, la société en charge de ramassage des ordures est en difficulté. N'oublions pas aussi l'incivisme des populations. Prenons notre mal en patience. Il y aura de nouveaux camions. J'y suis employé. C'est Achille Aimé depuis Yassa qui nous écrit. Bonsoir à vous tous sur le plateau ici. Jean Owona à Douala. À mon avis, Yaoundé ne devrait pas être ainsi car le chef de l'État y vit. C'est un problème d'habitants mal respectueux. Bonsoir à tous sur le plateau ici. Ouais, je crois que je viens de lire. Mon bébé, je suis... Oli. Je suis très amoureux de toi. J'ai lu. J'ai gardé ton pain de la fête de la Tabaski. Tu es ma 2e femme. Ça veut dire que tu ne m'écoutes pas parler ici tous les soirs, hein, lorsque j'ai dit que je suis une place, quoi. Il n'a pas compris. Je suis tellement jalouse que je ne peux pas vivre dans la polygamie. Hey, est-ce que... d'abord le pain. Non, je ne pas parce que je ne veux pas assumer, non. Je suis trop jalouse pour vivre dans la polygamie. Excessivement jalouse et possessive même. Quand je suis avec ma chose, c'est ma chose, quoi. Je suis comme ça. Et j'assume, hein, je suis comme ça. Tu arraches la première place. Non, donc quand j'accepte parfois, j'arrache la première place. Non, chérie, laisse seulement. En plus, tu me demandes de venir vivre à Guidé. Je veux faire comment avec Dieu. Je fais comment si je m'installe à Guidé, je vais t'installer à Yaoundé. C'est ici que je dois créer l'antenne régionale du Nord. Je vais créer l'antenne régionale du Nord. Avec un plateau grand soir. Bonsoir ma chère Rosa, ne te fais pas occuper l'esprit avec ces ordures-là. Nous sommes d'ailleurs tous des ordures. Attendons simplement, comme cela est notre habitude, l'intervention de la communauté internationale. Jean-Jules, depuis Douala, apparemment nous au Cameroun, on attend toujours la communauté internationale. Qui vont nous sauver. Bonsoir Madame Rosalie à tout le plateau. Yaoundé est de plus en plus sale, c'est plus que le village. Et c'est la ville Abimté, c'est MSD. Depuis Yaoundé, justement, pas en Côte d'Ivoire. Bonjour ma bien-aimée Rosalie. Yaoundé, la ville où réside le président de la République. Le président moyenâgeux et cynique ne donne pas ses soi-disant hautes instructions pour le ramassage des ordures, mais s'il s'agit de voler l'argent du football, Ngor et sa bande pondent des communiqués ubuesques. Le régime Biya est la honte de l'Afrique. Il faut que cela change. Ma bien-aimée Rosalie, les créatures de Biya sont méchantes. En Côte d'Ivoire, le président Ouattara visite les quartiers. Et s'il entend qu'il y a les ordures comme Yaoundé, il débarque les ministres en charge de la salubrité. Malheureusement, depuis 43 ans, le Cameroun est dans une caverne. Il y a les ordures, mais les fonctionnaires qui ne produisent rien ont des véhicules de 100 millions. Pour un pays pauvre, trop endetté, c'est criminel. Ma chère bien-aimée Rosalie, en Côte d'Ivoire, il y a des véhicules dotés de brosses rotatives qui lavent le bitume sur certaines routes. Tant que M. Biya est au pouvoir, les Camerounais vont souffrir jusqu'à... Ma bien-aimée Rosalie, ce qu'Alimam Bata dit là, c'est la théorie. Le Ghana, le Rwanda ont réussi la salubrité urbaine.
Bonsoir Rosalie, à tout ton panel, particulièrement à mon estimé frère Gilles. Bien vouloir lui dire de me passer son contact. J'ai besoin de ses conseils en tant que juriste. Merci d'avance. C'est Patou. J'espère que le prénom lui dit quelque chose. Patou. Bonsoir Rosalie, s'il vous plaît, pourquoi le maire de Yaoundé n'arrive pas à s'inspirer de l'exemple du maire de Tchang? C'est Liliane de Mbokoulou. Almayo. Qu'est-ce que le maire de Tchang a fait? Bonsoir Rosalie. Très bonne émission. L'insalubrité est la preuve de la fin du règne. Le lion n'a plus de dents ni de griffes qui le craignent encore. Chacun fait ce qu'il veut. C'est Charles depuis d'où voilà. On part aux États-Unis d'Amérique. Bonsoir Maman Rosalie et bonsoir au panel. Pourquoi n'avons-nous pas consacré une semaine de lavage, nettoyage de nos grands villages? C'est-à-dire qu'on arrête tout. D'autres travaux et on s'organise à rendre notre environnement propre. Même tous ces ministres, fonctionnaires, PDG, les policiers, les militaires, même tous ensemble avec la société civile, une semaine de propreté volontaire. Maman Rosalie, est-ce que vous savez que nous avons le savoir des études pour transformer nos ordures en carburant? C'est Blondel, depuis les États-Unis d'Amérique. Mais qu'ils viennent travailler ici. Bonsoir Rosalie, les Camerounais ont choisi ceux qui les représentent. Les députés, où sont-ils pour plaider pour tous les malheurs que vivent les peuples? Vous n'êtes pas des députés des partis, revenez sur terre. Merci. Ces gens qui nous écrivent. Le Burkina Faso est en place. Oui madame, le jeune d'aujourd'hui est tellement frappant que je me demande si tu ne sors pas du quartier Matongé de Bruxelles. Tu es habillé à la Tialamouana. Mon salut spécial aux camarades révolutionnaires Olinga, en lui disant la patrie ou la mort, nous vaincrons. Courage à toi, grand camarade. Madame, permettez-moi de dire au ministre, avec tout le respect que je lui dois, qui sont ceux qui ont exterminé environ 8 millions de juifs lors de la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont les Arabes, c'est bien les Occidentaux. Israël de la Bible n'est pas l'État d'Israël, n'est pas l'État d'Israël fabriqué par les Occidentaux en 1948. Madame, vous êtes toujours dans la saleté. Votre président vous avait demandé un jour pour ce qui marche ailleurs, pourquoi ce qui marche ailleurs ne marche pas au Cameroun. Il vous faut un révolutionnaire pour le Cameroun. C'est Paul depuis Ouagadougou. S'il vous plaît, madame, demanda El Hadj Marie Gassi les ressortissants de Bagno. Si oui, avait-il connu dans les années 80 le sous-préfet d'Obsoumna, Eric? Est-il le cousin du général de gendarmerie Ousseini? C'est Paul depuis Ouagadougou. Il vous répond. C'est un ami. Voilà. Le général, c'est un ami. Bonsoir Rosalie. Si on ouvre une entreprise dans un quartier en mettant en avant les habitants du quartier, c'est voué à l'échec. Seuls les bosseurs doivent être recrutés pour travailler. On ne va pas prendre des paresseux qui passent le temps à jouer au Ndjambo pour leur demander de travailler parce que c'est leur quartier. Bonsoir à tous. Le problème de salubrité de nos villes est à plusieurs niveaux. L'État est responsable à 80%. Il doit aménager les espaces de dépôt des déchets. Mais le citoyen aussi est responsable quand tu manges une banane ou je tue les poux. Nous devons prendre conscience que la propreté d'une ville dépend de nous tous. C'est Joseph depuis Douala. Bonsoir Rosalie et à ton panel. De point de vue des responsabilités sont partagées et la première responsabilité c'est la population. L'apparition des ordures sur le trottoir est l'action de l'homme. Je ne comprends pas comment un individu se lève et prend les ordures pour déposer sur le trottoir et déclarer après que c'est l'État qui doit venir faire le travail de nettoyage. Cela relève d'abord d'un véritable problème de mentalité et d'éducation. Si chaque citoyen déverse ses ordures dans les bacs à ordures, on aura moins de saleté dans la ville. De l'autre côté, l'État doit continuer à faire son travail dans le sens de sensibiliser les populations pour une bonne tenue des ordures ménagères. C'est un problème de société et rien à voir avec les partis politiques. Je m'adresse là à M. Olinga. C'est M. Bama qui écrit ce soir. Waouh, Pater Simon Meyegabeo. Dans une chemise de couleur jaune, comme le jaune de Rosalie, pour un riz jaune dans l'insalubrité de la cité Ogola. Aliman Banka qui dans sa voiture met les pleins phares pour un grand soir espérant ne pas se noyer dans le lac de Patimievuna. Ibrahim qui demande dans une tenue sombre et un caractère réformiste se verra excommunié de la mission étatique du grand air par ses idées. Mon ami Olinga, le révolutionnaire, espérant le voir futur Méron dans la commune de Nkola Famba. Maître Maillot omniprésent sur ce plateau privilégié au Sombok.
Yaoundé ressemble à un gros village extrêmement sale, du fait que la cité n'a pas été pensée en termes d'urbanisation, du fait de l'incivisme crié à tant des gouvernants que des gouvernés, à ne pas mettre une action de décentralisation pour éradiquer ces remous à forte amplitude des odeurs nauséabondes. Je n'oublierai pas cet exode rural du fait d'un désordre sociologique, économique et infrastructurel, où les pouvoirs publics incapables de contrôler et suivre l'environnement nous pondent des débrouillards d'une mentalité d'un état de nature à retourner à l'ère de la pierre du désordre. C'est Massok Thomas. Et j'en profite pour prendre une transition et on revient. Voilà. Vous êtes toujours sur Info Télévision, l'émission c'est le grand soir de lundi à vendredi, bien entendu, on prend beaucoup de plaisir à échanger autour des sujets qui font l'actualité et ce soir on parle également de CENI. Aimé Cyprien Molinga, on a donc cette ordonnance qui est venue modifier la loi de 2003 suite à cette sortie du président de la République par rapport au budget du Cameroun, qui nous annonce quand même que notre carte nationale d'identité qui était déjà programmée pour être délivrée en 48 heures va nous coûter un peu plus cher quand même pour ce qui est des citoyens. Une information qui... Dans une misère qui n'a pas de qualificatif. C'est clair que, et d'ailleurs ça c'est les statistiques de l'Institut national de la statistique, la structure de l'État en 2022, qui nous a fait comprendre que les Camerounais vivaient, qu'il y a au moins 10 millions de Camerounais qui vivaient avec 800 francs CFA par jour. Et ça c'était avant la double augmentation, n'est-ce pas, des prix du litre de carburant. Et avec tout ce que ça comporte également comme renchérissement des produits de première nécessité. Je suis sûr que si on rentrait dans les mêmes statistiques aujourd'hui, il y a peut-être 12 millions de Camerounais ou 15 millions qui vivent avec moins de 500 francs par jour. Le SMIC au Cameroun, tout le monde le sait, il est de à peu près 41 000. C'est l'un d'ailleurs des plus faibles dans toute l'Afrique centrale, de la CEMAC. Quand on voit les agrégats de notre économie aujourd'hui, il est quand même assez curieux de constater que le président continue à sortir des décisions comme celle-là qui davantage viennent mettre le citoyen dans une espèce d'insécurité ou dans l'inconfort. Cela est dû justement au fait qu'effectivement, je l'ai dit tantôt, nous avons des gens qui sont là depuis pratiquement 60 ans et qui n'ont pas très bien compris que le monde il évolue, et quand le monde évolue, le système avec, l'économie avec, et il est clair que c'est bien d'avoir aujourd'hui une structure qui vous délivre les cartes nationales d'identité en 48 heures, mais je pense également qu'on pouvait le faire à moindre coût. D'abord parce que je comprends très mal le fait que le système d'identification de nos compatriotes soit devenu quelque chose qui est un marché attribué à des sociétés étrangères. Mais je trouve cela malsain, c'est même antipatriotique. Comment est-ce qu'on peut avoir le fichier d'identification des citoyens d'un État que d'autres, n'est-ce pas, maîtrisent? Est-ce que vous savez même ce que le danger qu'on encourt, à savoir qu'il y a des gens qui ont un fichier d'identification de tous les Camerounais qui savent, et leur âge, leur village, leur profession et tout. Ils peuvent déstabiliser à partir de là. Notre pays peut être déstabilisé lorsque le fichier d'identification de l'ensemble des citoyens ailleurs. Donc, moi je trouve que le président de la République, c'est une mauvaise décision, et je lui suggère humblement de revenir naturellement sur ce décret-là. On aurait pu peut-être augmenter le prix du timbre de 2800 à 5000 francs, on aurait plus ou moins compris. Mais passer de 2800 à 10 000 francs, et portant ainsi le coût total à 15 000 francs pour ceux qui sont à Yaoundé. Rassurez-vous, ceux qui sont dans des villages très éloignés, pour d'abord arriver au centre d'identification, il faut payer les motos de 6 000, 7 000, 10 000 francs. La carte d'identité reviendrait donc encore plus cher à ceux qui sont dans l'arrière-pays. Et la conséquence immédiate, c'est quoi? C'est qu'effectivement, les gens vont continuer à ne pas avoir des cartes d'identité. Ils vont, naturellement, ne vont pas s'inscrire sur les listes électorales pour pouvoir participer aux élections. Et j'ai même
l'impression que c'est l'objectif visé en ce moment précis par ceux qui ont sorti cette décision pour décourager les gens à faire des actes de carte nationale d'identité parce qu'ils n'auront pas les ressources de le faire et pour qu'ils ne s'inscrivent pas de manière à sanctionner ces gens, ces incapables en 2025. Maître Jules Maillot, à votre avis? Oui, à mon avis, je pourrais entrer par dire que la loi de 1990 institue la carte d'identité au Cameroun. Et bien évidemment, cette loi réprime le fait de ne pas avoir la carte d'identité. D'ailleurs, dans son article 2, il est dit que tout Camerounais âgé de 18 ans révolu doit avoir la carte d'identité. Donc vous comprenez qu'en réalité c'est une obligation. La carte nationale d'identité. Comprenez donc que c'est une obligation. D'ailleurs même que le fait de ne pas d'avoir la carte d'identité lorsqu'on a à partir de 18 ans, constitue une infraction. Le fait de ne pas présenter une carte d'identité, lorsqu'on vous la demande, vous demande de la présenter, est une infraction qui est également condamnable, qui est réprimée par la loi pénale. Et donc, sur ce fait, vous comprenez donc en réalité que la carte d'identité est une pièce maîtresse et centrale dans la vie de l'homme. Mais, je ne suis pas là pour vous montrer, au jour d'aujourd'hui, tout le problème qu'il y a ou qu'il y aura dans pour l'accessibilité à la carte d'identité. C'est-à-dire que avoir accès à la carte d'identité devient pratiquement impossible. En réalité, on ne pouvait pas échapper à ça. Il y a cela quelques semaines, je vous rappelais ici que l'économie de l'État est surplantée. En réalité, nous ne sommes pas arrivés par hasard. Parce qu'en réalité, il se passe que le Cameroun a atteint son niveau, son plafond d'endettement. Et que nous ne sommes plus à même de nous endetter auprès de ceux qui nous donnent de l'argent. Et je vous rappelais sur ce même plateau qu'en réalité, nous avons trop pris de l'argent auprès de ceux qui nous donnent de l'argent, n'est-ce pas, pour investir dans des choses qui ne nous rapportent rien. Et du coup, nous sommes supplantés. Il faut donc trouver de nouvelles niches de revenus. Mais sauf que ce n'est pas là-bas qu'il faut aller chercher de l'argent. Ce n'est pas là-bas. Parce que ce que M. Olinga, dans son propos tout à l'heure, disait, quelque part, c'est très vrai. Parce qu'en réalité, les Camerounais, au lieu d'encourager les Camerounais à avoir la carte d'identité, qui est un droit, les Camerounais n'auront pas la carte d'identité. Si vous savez à qui on donne la mangeoire, aux policiers et aux gendarmes. Je vais vous dire pourquoi. Quand il y avait même d'abord la carte d'identité à 2800, c'est-à-dire que vous aviez votre récépissé, mais que vous arrivez à une barrière de police, quand vous disiez que non, si vous n'avez pas la carte d'identité, que vous devez rester périmé, c'est pas notre problème. Descendez du car et vous partez monnayer, vous donniez 1000 francs et on vous remettait. À partir de ce moment donc, même dans les villes, M. Olinga lui parle de l'arrière-pays. Vous pensez que combien de Camerounais dans la ville de Yaoundé peuvent se faire la carte d'identité facilement à 15 500? Il n'y a pas que la carte d'identité à 15 500. On en perd tous les jours. Moi, je perds pratiquement la carte 2 fois l'an ou 3 fois l'an. Je paie pratiquement. Donc, ce que vous faites aujourd'hui à 15 000, c'est demain vous égarez votre carte, vous partez encore le faire. Ainsi de suite. Maintenant, ce qu'il y a donc dans ça, c'est qu'en réalité, on est en train de décourager. Si c'est une solution politique, c'est une mauvaise solution politique. En réalité, vous ne pouvez pas empêcher les Camerounais d'avoir la carte d'identité pour des ambitions politiques. Je voudrais sortir par dire quelque chose. En réalité, il faudrait qu'on se comprenne. Le Cameroun est dans une période très sensible. Il ne faut pas qu'on amène le chef de l'État à prendre de mauvaises décisions. Vous comprenez? Je pense que c'est encore une ordonnance. Parce qu'on a dit les questions de nationalité et de citoyenneté relèvent du domaine de la loi. Et seul le législateur est habilité. La Constitution n'a pas habilité le président de la République à décider sur la nationalité seul. C'est pour ça qu'il a dit une ordonnance. Il doit d'abord passer par l'Assemblée nationale pour adoption avant que ça ne soit applicable. Donc attendons que les élus, n'est-ce pas, la question sur la table. Non, mais ils seront victimes. Aujourd'hui, tu as député, demain tu ne le seras plus. Et puis tu ne vas plus les avantages. Non, mais vraiment, nous sommes allés très loin et le monde entier nous regarde. Vraiment, de manière très humble, qu'on soit ministre ou qu'on soit quelqu'un qu'on ne laisse pas passer, n'est-ce pas, une telle décision ou bien une telle proposition, parce qu'en réalité, ça nous tiendra. Tout la plan, ça va nous tenir. Simon Bilan. Écoutez, ce problème, comme disait le président qui forme un coup de poing comme quelqu'un forme un coup de poing. Non, c'est les SFK. Non, c'est les SFK qui a commencé à faire un coup de poing. Non, moi je suis santariste. Ça, c'est le coup de poing des santaristes. Ce sont des décisions extrêmement délicates. Vous savez, le Camerounais est tellement géré comme une marchandise. On fait un calcul. Si 20 millions de Camerounais doivent faire leur carte d'identité, ça va nous rentrer combien de milliards? Et la carte d'identité, elle est neuve, vous la gardez précisément. 10 ans après, on dit qu'elle n'est plus valable.
Donc, on trouve comment faire rentrer l'argent. Avant même d'avoir une carte d'identité, il faut maintenant un certificat de nationalité qui prend aussi l'argent. 3500 francs. 3500 francs. Je pense que cette décision regarde la politique et les prochaines élections. Et il ne faut pas oublier que les Camerounais acceptent tout, mais c'est comme un abcès. La situation est abcéique. Parce que si on ne trouvait pas des remèdes, ça va exploser. La même politique est appliquée pour organiser les concours. Les concours, ça rapporte beaucoup d'argent. Et ceux qui vont concourir ne seront jamais les premiers parce que la liste est déjà arrêtée. Donc le système que nous vivons là aujourd'hui, ça fait peur. Comment on peut sérieusement dire qu'un État qui veut aller de l'avant maintienne des décisions catastrophiques? Mais le Camerounais va s'en sortir comment? On parlait d'Izikam. Parce que les camions n'ont pas l'essence. L'essence coûte trop cher. Ce qu'ils avaient prévu est complètement faussé. Donc nos décisions là, ce qu'on fait faire au chef de l'État, c'est extrêmement dangereux. Qu'est-ce qu'on veut par là nous dire que ça doit coûter 15 000? On mise gagner combien de milliards? Voilà comment donc pour vous, c'est un calcul financier un calcul pour décourager les Camerounais, les partis de l'opposition. Donc vous avez vu que même pour être candidat, on a augmenté. Aujourd'hui, si tu es un candidat, pour prévoir 30 millions, etc. Donc Cyprien. Donc c'est système de gérer les Camerounais, c'est un système qui banditisme politique. D'accord. J'ai failli dire président. Justement, Vincent Roger Alimambarga, votre regard avec cette augmentation, mais quand même il y a quand même 48 heures qui nous est quand même livré parallèlement pour apaiser un peu le choc, mais apparemment même le 48 heures là n'apaise pas les poches des Camerounais qui trouvent que 10 000 c'est excessif. Le président Olivier 5 000 on pouvait encore comprendre parce qu'en rassemblant tout ça pouvait tourner autour de 10 000, mais autour de 15 500. Voilà, 17 000 même, puisque 17 000. après tu ne t'envoles pas pour aller faire la carte. Voilà. Pourquoi c'est pas gratuit? Alors qu'ailleurs, effectivement, c'est gratuit. Dans la plupart des pays, les questions des nationalités, notamment l'acte de naissance qui sont reliés à l'état civil, dans beaucoup de pays, c'est gratuit. D'accord, allez-y. Je disais que c'est une décision qui ne surprend pas. Parce que les annonces ont été faites petit à petit, à partir du moment où on a élaboré le processus en 48 heures du passeport. Le délégué parlait parce que la nationalité camerounaise était il annonçait le 48 heures également. Et que nous avons vu les dégâts que cette nationalité poreuse nous a causés. C'est-à-dire, vous allez vous retrouver que dans toutes les guerres où on se retrouve, c'est parce que notre identité était poreuse. Les Tchadiens se retrouvent camerounais, les Centrafricains se retrouvent camerounais. Parce qu'en réalité, il y avait cette confection qu'on a faite par renfort des élections, on aurait élaboré les cartes gratuites pour les s'inscrire et tout le reste, et on a ouvert ce flanc à cette insécurité. Pour la sécuriser, on est passé effectivement de la délivrance des cartes d'identité à la non-délivrance, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui font un récépissé, le mandat vient de passer, il ne parvient pas à avoir la carte originale. Donc, c'est ce que vous appelez la non-délivrance. Pourquoi prendre l'argent des gens pour ne pas délivrer? Oui, et aussi, il y avait, comme on dit, une petite mafia peut-être qu'on pourrait démanteler. Vous pouvez arriver au commissariat, vous payez 5 000 ou 3 800 ou combien on paye, et ensuite, attendre qu'on reverse et votre carte ne vient pas. Pourquoi? On pouvait voir que dans certains commissariats, on pouvait collecter cet argent, on ne le reverse pas,
Et ensuite, on en fait d'autres usages parce qu'effectivement, c'était une caisse où on avait de l'argent brut. Et quand on l'a, on peut vous donner des récépissés, jusqu'à ce que si je n'ai pas encore 2000 récépissés, je ne verse pas de l'argent. Et dès que j'ai 2000 récépissés délivrés, je verse pour 100 récépissés seulement, pour qu'on élabore et que les gens viennent au moins se trouver, et le reste d'argent continue à tourner. Donc, il y avait ce petit goulot que je vois, peut-être le DGSN a voulu clarifier en mettant ces guichets où automatiquement, pour faire le passeport, vous n'allez plus payer, vous déposez un argent dans un compte et ensuite on vous donne une fiche pour prendre des rendez-vous et ensuite vous vous enrôlez pour aller... Donc c'est une bonne nouvelle. Donc, d'une part, parce que on est en face de vous dire que le time is money. Pour gagner le temps, mettez de l'argent. Et maintenant, comme vous voulez, en 48 heures, on va passer de moins de 5 000 à plus de 10 000. Et si ça vous arrange, je crois que c'est dans cette logique de création d'argent que l'État se retrouve. Et que moi, je penserais qu'on pouvait améliorer dans un sens où ceux qui sont détenteurs des anciennes cartes, ou alors ceux qui ont déjà eu affaire, ne passent plus par la procédure de renouvellement des anciennes pièces. Vous avez une ancienne carte, vous revenez, on vous élabore une nouvelle carte immédiatement sans vous dire allez faire la nationalité, allez faire, alors que vous l'aviez déjà eu pour avoir cette carte-là. Pour les nouveaux qui ont 18 ans, je crois que ça devrait être un principe où on leur délivre ça gratuitement, d'abord pour flatter qu'ils intègrent le système et ensuite qu'ils engagent des activités civiles avec. Et en attendant donc, quand elle sera périmée, ils seront déjà condamnés à avoir ouvert un compte bancaire, à avoir fait une identification d'une puce orange ou MTN, et là ils pourront payer, mais dans ce jeu, comme on donne ça gratuitement au premier, parce que lorsque vous naissez, l'acte de naissance est supposé être gratuite. C'est-à-dire qu'on vous élabore l'acte de naissance pour dire bienvenue, vous êtes Camerounais. Quand vous atteignez la majorité... non, ton acte c'est à vie, tu n'iras pas... Non, je dis même l'acte est un acte gratuit. Lorsque vous atteignez la maturité, on devrait vous faire la carte gratuite et lorsque vous mourrez, l'acte de décès est gratuit. C'est-à-dire le Cameroun doit savoir vous accueillir. Et ensuite vous responsabiliser et vous accompagner. Et à partir de ce moment, ça pourrait être quand même une petite flatterie, un petit orgueil d'être Camerounais. C'est-à-dire, je suis Camerounais à 18 ans, j'aurai ma carte gratuitement. Et ensuite, tout au moins, je pourrais payer après 10 ans. Et après, vous pourrez payer même les cartes de lecteur, on pourra en faire gratuitement l'identité, gratuitement l'élection. Et ensuite, on vous responsabilise en sachant que vous êtes un citoyen à qui on va inculquer les valeurs de pouvoir participer au devoir civique demain. Il ne faudrait pas vous dire que faites la carte d'identité, mais pour la carte d'électeur, vous avez le choix, aller faire ou ne pas aller faire. Il faudrait bien qu'on accompagne une éducation à ces populations, ces jeunes qui devraient soit aller voter, soit ne pas aller voter, soit être candidat, soit ne pas être candidat, mais au moins l'état civil reconnaîtrait déjà qu'ils ont... La position du SDF ce soir sur le plateau, c'est une proposition. Il va faire la conséquence, la cause et la conséquence. Lui propose. Le véritable problème, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Les plaintes du Cameroun, les cris des Cameroun, je suis le coup. Nous parlons du problème de coût. C'est tout. C'est tout ce qui intéresse les Camerounais aujourd'hui. Les Camerounais sont prêts à participer. Tout ce matraquage fiscal gauche-droite, on cherche le poche, n'est-ce pas, pour pouvoir, n'est-ce pas, comment on appelle, améliorer les conditions de vie. C'est comme on le dit. Toute amélioration, n'est-ce pas, dans un système est une bonne chose, acceptable. Nous acceptons, n'est-ce pas, qu'on nous délivre en 24 notre carte nationale d'identité. Pourquoi le passeport n'a pas fait autant de problèmes? Parce que ça n'intéresse pas tout le Camerounais. Nous parlons d'une pièce aujourd'hui où un enfant à l'âge déjà majeur, c'est la deuxième après l'acte de naissance, la carte nationale d'identité, qui justifie ta nationalité, qui t'ouvre beaucoup de portes. On est d'accord? Ça demande à tout Camerounais de pouvoir obtenir cette pièce-là. Mais est-ce que le Camerounais moyen aujourd'hui, parce que quand nous parlons, pensons à nos familles du village, hein. On va parler de quartier. Même Dieu, je vous assure, nous habitons des quartiers où tout sont tous venus, vous voyez les difficultés déjà à pouvoir nourrir les familles. Quand vous demandez à cette personne-là, mettez-moi, il a dit quelque chose de très vrai, vous donnez maintenant la possibilité aux agents de maintien de l'eau, police, gendarmerie à s'enrichir. Si les gens avaient le récépissé ou le délégué va demander de laisser les gens circuler avec, ils parlent à vous interpeller. Combien de fois maintenant qu'ils savent qu'il y a, n'est-ce pas, une possibilité d'obtenir en 24 heures, si tu n'as pas ta carte, ça devient un autre problème. Il faut avoir 1000 francs. Je vous assure, c'est le coût qui fait problème. Et dans ce pays, nos dirigeants,
c'est que nous interpellons. Moi, je n'aime même pas souvent qu'on parle toujours de Paul Biya. J'ai toujours dit Paul Biya, nous l'avons soutenu, nous l'avons accompagné jusqu'aujourd'hui. Le président Paul Biya est fatigué. Mais c'est lui là. Mais tout autour de lui, quand on veut nous présenter nos romances comme ça là, est-ce que nous sommes les enfants? Est-ce que lui a pris le temps, sincèrement, de lire et de voir les conséquences de tout ça? De penser à ce petit peu. Un député qui va aller voter cette ordonnance pour devenir roi, c'est un enfant. Les députés, parce que beaucoup disent, les députés, les sénateurs, est-ce que ces gens-là travaillent pour le peuple? Est-ce que c'est des vrais élus? La plupart d'entre eux là, est-ce qu'ils savent pourquoi ils sont là à l'Assemblée? Que c'est un peuple qui les envoie, ils savent comment ils sont passés. Moi, j'ai un député de chômage qui avait demandé à dire à la population, si vous voulez, ne me lisez plus. Oui, ils savent comment ils arrivent là. La plupart des députés là-bas, ils savent comment ils sont là. Des sénateurs nommés et tout ça. Donc ça ne les intéresse pas. Vous allez voir, ça doit passer comme il est à la poste. Comme d'autres projets de loi et tout ça qui sont arrivés devant eux. Le peuple ne les intéresse pas. Puisque eux, ils ne dépensent rien. Mais si ils sont bientôt là. Ils sont les pour ça. Hein, au fait de la c'est pour ça qu'on demande à la population camerounaise, vraiment, intéressez-vous aux élections. Intéressez-vous aux élections. Le carburant a augmenté. On n'a pas parlé. Le transport a augmenté. On n'a pas parlé. La nourriture a augmenté. On n'a pas parlé. Maintenant, la qualité augmente. Nous ne sommes qu'au 6e mois. Le gaz a vient d'augmenter. Nous voyons, nous sommes au 6e mois. Même vivre au Cameroun, même comme M. Alima disait qu'on va désormais payer. On va les ordures. Même Merci à tous les 5. Merci à tous les 5. Merci à Ismaël. Merci à Guy Fernand. Merci à Ben Vass qui a réalisé cette émission, à Jean-Martin Kemfak. Je vous laisse en compagnie d'Armini Luga pour le journal en langue anglaise. Respect, M. Donivan. À demain, 17h.